C'est Amine, très content de vous retrouver pour un nouveau Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode des previews avec les 10 équipes que nous n'avons pas encore traitées. Nous ne sommes que 3 aujourd'hui, contrairement aux autres épisodes où on n'était que 4. L'équipe perd en invité du jour en jour. Et comme vous l'aurez remarqué, donc on termine les previews alors que la saison elle a déjà débuté. Et les sensations sont diverses dans l'équipe. Pour toi, Constant, par exemple, le début de saison, il est plutôt cool, il est plutôt agréable. Ça va, ça va. Après, c'est des victoires contre les terrifiants Bulls d'Adrien, les terrifiants Pistons de Ilias et les terrifiants Cavs de l'infirmerie NBA. Donc, on va rester prudent. Il y a quelques matchs, là, au moment où vous écoutez ce podcast, il y a eu le match contre les Pels, je pense, qui a été joué, qui est déjà un bon premier test. Et oui, on est sur un bilan positif et effectivement, on voit que le début de saison NBA a déjà fait des ravages puisque les chroniqueurs disparaissent au fur et à mesure que la saison NBA commence. Donc, c'est pas facile. C'est la reprise aussi pour nous, donc soyez un peu indulgents. Ouais, soyez indulgents, c'est pas facile et soyez particulièrement indulgents avec Gabin. Gabin, la dernière fois que tu parlais du pouvoir de l'amitié. J'ai envie de te poser la question, est-ce que le pouvoir, ce pouvoir-là, fonctionne sur demi-terrain? Non, mais ça a fonctionné un match, le pouvoir de l'amitié, avec Darko. Et nous, pour le coup, on n'a pas gagné contre les terrifiants Bulls. Et j'en parlerai de l'attaque demi-terrain, ça ne fonctionne pas. Super, super. On va revenir sur les Raptors aujourd'hui. Le Thunder, on l'a déjà fait, tout comme les Sixers. Moi, il y a eu plein d'infos, mais peut-être qu'on en parlera, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc, on en parlera peut-être quand on évoquera une autre équipe. Avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle, comme d'habitude, que nous sommes dispo sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Mais aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des notes, de préférence 5 étoiles. 5 étoiles, je ne pense pas que c'est la note qu'on mettrait à Houston. Houston qui est la première équipe qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais rappeler un peu le concept, c'est qu'on a choisi pour chaque équipe une question en particulier, parfois on en a un petit peu plusieurs. Et aujourd'hui, la question pour Houston, qui a fait le cut, du coup, je te la pose à toi, Constant. L'objectif de la saison n'est-il pas, donc enfin, de trouver une hiérarchie parmi les 3 jeunes du projet, à savoir Jalen Green, Jabari Smith et Alperen Sengun? Ce qui est bien, c'est que tu me poses ma propre question. Ça, c'est très bien. Non, pour débuter sur les Rockets, on en avait pas mal parlé, notamment avec toi, Amine, lorsqu'on avait évoqué leur signature de l'été. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient les Rockets, il fallait être patient, il fallait pas ajouter énormément de free agent parce que tu avais un impératif de on envoie notre pick de draft l'an prochain au OKC. Ça se confirme sur les premiers matchs, c'est-à-dire que Houston joue mieux que l'an dernier. En même temps, c'était pas difficile. Houston est en 0-3, mais Houston propose des choses intéressantes. Le match face aux Spurs est pas inintéressant, notamment avec la grosse prestation d'Alperen Sengun. Alperen Sengun, qui est le jeune qui a montré le plus de choses en NBA de ce trio avec, en tout cas le plus de choses positives en NBA de ce trio avec Jalen Green et Jabari Smith Jr. Malgré tout, si vous connaissez ou si vous avez pu m'entendre parler des Rockets, vous connaissez mes nombreuses réserves sur Alperen Sengun, qui est que Alperen Sengun n'a pas de tir à 3 points et Alperen Sengun se fait déborder sur un spin move au poste de Zach Collins. Ça, c'est inquiétant. Donc, tout aussi bon qu'il peut être offensivement, et vraiment offensivement, c'est quelqu'un d'extrêmement fort. Je pense que les comparaisons pour Alperen Sengun, on serait peut-être sur un Domantas Sabonis dans ce profil-là, un peu dans un poste un peu bâtard, sans réel tir à 3 points, mais avec une vraie qualité de jeu au poste. Il y a Jabari Smith Jr. qui est dans sa seconde saison, qui est un joueur poste 4 avec des limitations au niveau du dribble, mais qui a un vrai tir et qui est capable de shooter. Et il y a l'inconnu Jalen Green, qui est déjà dans sa 3e saison NBA, qui est l'un des joueurs les plus inconstants parmi les jeunes qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une vraie capacité de scoring, mais il y a énormément de déchets. Il y a une sélection de tir qui est assez aléatoire. Donc, le but pour les Rockets, pour moi, selon moi, cette année, c'est pas forcément de remporter beaucoup de matchs, mais en tout cas d'établir une ligne claire en disant de ces 3 joueurs-là, parce qu'il y a aussi des questions contractuelles qui vont se poser pour Jalen Green à la fin de la saison, de ces 3 joueurs-là, quel est celui ou ceux potentiellement qu'on va mettre le plus en valeur, sachant qu'ils ont drafté Amen Thompson en 4e lors de la draft au mois de juin, et qui se retrouvent déjà à avoir les miettes de Fred VanVleet. Donc, profil un peu intéressant, ces Rockets, une équipe qui va mieux jouer, mais qui selon moi doit garder l'objectif premier de classer hiérarchiquement tes jeunes importants.
Oui, faire le tri. Je pense que à travers, en plus, comme tu l'as dit, ils ont encore eu un haut choix de draft qui est aussi un porteur de balle comme les Jalen Green. Ils ont recruté Fred VanVleet. La question qui se pose, c'est un peu y voir plus clair déjà, ça serait déjà pas mal. On a l'impression que l'idée des Rockets, c'est de pas perdre trop de matchs à la base. En tout cas, c'était l'idée de leur free agency. Ça risque d'être peut-être mal embarqué, mais néanmoins, ils ont recruté un coach qui devrait normalement mettre en place quelque chose au moins défensivement pour leur permettre d'être moins friables. La question sur les joueurs, on a presque envie de dire celui qui a montré le plus de choses finalement, c'est Sengun. Mais Sengun, il a aussi le profil qui a le plus de problèmes parce que, comme tu l'as dit, ça serait déjà bien, même si en défense, ça risque d'être compliqué. Il faudra trouver les moyens. Peut-être que Udoka aussi est là pour ça, pour trouver les moyens pour qu'il soit le mieux caché possible. Néanmoins, se pose la question aussi de son utilisation dans le spacing justement, et qui développe peut-être ce shoot, au moins qu'il en prenne plus, parce qu'il en prend vraiment très très peu des shoots à 3 points. Et du coup, il y a toutes ces questions. Jabari Smith, la question c'est de savoir que c'est un joueur qui ne se crée pas vraiment son shoot, donc on a du mal à le voir comme une première option potentielle. Toi, t'en penses quoi, Gabin, de ce tri à l'intérieur des Rockets? Puis un peu comme vous, j'ai un mini malaise avec cette équipe parce qu'ils ont, comparé aux autres projets de reconstruction, on n'a pas l'option 1 sûre. Alors que par exemple, tu prends les Pistons, bah normalement ça va être Cade. Tu prends les Spurs, c'est déjà écrit que c'est Victor. Les Hornets, t'as la Melo. Même si son début de saison est compliqué, c'est censé être lui le futur de l'équipe. Et là, je vois pas ce joueur dans l'effectif. Donc vous avez expliqué tous les problèmes. Jalen Green, il est inconsistant. Sengun, le profil pose problème. Amen Thompson, faut qu'il joue. Et du coup, ouais, c'était peut-être trop tôt pour aller chercher des gros noms. Enfin, des gros noms. Ça reste modéré, mais c'est quand même de bons joueurs que t'as signé cher. Et je comprends que tu vas balancer ton pic à OKC l'année prochaine. Mais pour moi, tant que t'as pas le joueur sur lequel tu peux avancer et construire, c'est trop tôt pour recruter des joueurs et essayer d'aller chercher des wins. Donc j'en attends. Ils vont faire plus de wins que l'année dernière, mais j'ai envie de dire à quoi bon. Mais en fait, c'est une équipe qui s'est dit avec Fred VanVleet, leur principale problématique l'an dernier, c'était les pertes de balles. Ils perdaient, leur pourcentage de turnover était infect, et en plus, leur repli sur transition était pas top, parce que même après un tir manqué, leur repli sur transition était pas top, parce que tu avais des joueurs comme Alperen Şengün et surtout Tari Eason qui était très présent au rebond offensif. Tari Eason qui est blessé sur ce début de saison, donc ça fait potentiellement un joueur de qualité, un role player. On va pas non plus lui donner des vertus qu'il n'a pas, mais un joueur de rotation en tout cas qui peut leur apporter un petit plus sur ce début de saison. Et ce que sont dit les Rockets, c'est qu'on va prendre un meneur fiable, entre guillemets, avec Fred VanVleet, pour réduire nos pertes de balles et du coup se créer des opportunités de tir supplémentaires. Sauf que, bon, effectivement, les Rockets perdent moins de ballons, mais Fred VanVleet n'est pas efficace sur les premiers matchs qu'on a vus, et c'est toujours la problématique Fred VanVleet, c'est que c'est un joueur de petite taille qui défensivement se donne, mais qui est pas non plus exceptionnel, avec un playmaking honnête, mais que je trouve pas non plus extraordinaire, qui tire moins bien que la moyenne NBA. Donc c'est le parallèle Fred VanVleet. Quand tu ajoutes Dillon Brooks, et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que les Rockets sont en 0-3, alors que Dillon Brooks, au tir, il est sur la lignée de sa Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il met tout dedans. Je pense qu'il y a ce côté où les Rockets n'ont pas suffisamment fait confiance à Amen Thompson pour le propulser titulaire. Il y a le cas Kevin Porter Jr. aussi, qui n'est plus en NBA. On s'en réjouit fortement de ne plus le revoir, mais qui du coup a chamboulé un peu les plans des Rockets, parce que je pense pas que c'était prévu que un tel scandale éclate et que Kevin Porter Jr. se retrouve être une personne aussi infecte humainement. Mais voilà, donc il a fallu remodifier des plans, mais malgré ça, ça limite le temps de jeu d'Amen Thompson. Alors ça va peut-être augmenter au fur et à mesure de la saison, mais je trouve que ouais, ça va être mon coup de gueule globalement sur le début de saison, c'est qu'il y a des équipes qui jouent pas grand-chose, qui ont drafté des rookies très hauts et qui préfèrent mettre d'autres joueurs devant. Il y a un moment, il faut peut-être aussi penser plus loin que le pic de draft de l'an prochain. C'est ça, il y a une sorte d'incohérence dans le projet. En fait, ce à quoi ça ressemble, c'est une sorte d'être entre deux chaises et de ne pas savoir quoi choisir, parce que il y a en fait, ils prennent ce pic envoyé à OKC comme une épée de Damoclès qui paraît insolvable pour eux, mais c'était peut-être l'année où il fallait, tant pis, abandonner ce pic tout en étant. Je ne sais pas s'ils seront meilleurs forcément en ayant pris des décisions qui leur permettent d'avoir un meilleur plancher,
que s'ils avaient tenté plus de choses cette année et avec l'évolution de leurs jeunes, comme tu l'as dit, je pense que ça passera forcément par une amélioration de Jalen Green qui aurait dû être le visage en fait de cette nouvelle reconstruction. C'est un jeune porteur de balle qui a toutes les qualités pour être un peu la star, mais qui pour l'instant peine à progresser et à évoluer au niveau auquel on l'attend. Mais bon, Houston, on pourrait dire we have a problem. Néanmoins, on va attendre un petit peu, on va regarder encore. Ils ont recruté un bon coach, on va voir ce que ça va donner pour la suite. On va passer à la deuxième équipe et c'est Gabin, toi, à qui je vais poser la question. C'est sur les Wizards, les fameux Wizards dont on parlait un petit peu hors antenne et dont on disait que c'est plutôt une bonne chose de ne plus les retrouver dans ce ventre mou à la 11e, à la 10e place. La question qui a été choisie, et je vais te la poser, à quel point avoir la pire rotation au poste 5 va les tirer vers le bas? La question, elle se pose, parce que pour rappeler la rotation au poste 5, donc on a Daniel Gafford. Daniel Gafford qui est un bon protecteur de cercle, un profil rim runner. Vraiment, pour une équipe comme les Wizards qui ne jouent pas grand-chose, c'est un profil qui suffit largement. Et c'est derrière lui que c'est beaucoup plus compliqué, parce que pour l'instant, tu n'as que Mike Muscala, donc un pivot qui stretch offensivement, mais qui est un défenseur très moyen, je trouve. Et derrière lui, t'as pas de pivot de métier. Et donc, ce qui fait que quand Daniel Gafford n'est pas sur le terrain, la rotation poste 5, c'est soit Mike Muscala, soit Kuzma est décalé poste 5, ou alors Gallinari joue poste 5. Mais ça, c'est pas des pivots de métier. Et ce qu'on voit, c'est que les line-up sans Gafford, eh ben, elles prennent l'eau. C'est à prendre avec des grosses pincettes, parce que c'est que le début de saison. Mais la line-up, donc, sans Gafford, avec du Tyus Jones, Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Avdia et donc Kuzma, poste 5, elle prend 132 points de defensive rating. Donc l'année dernière, avec cette moyenne-là, t'es bon dernier. Après, on va relativiser parce que Daniel Gafford a loupé le match contre les Celtics en laissant cette rotation très longtemps jouer. Mais on voit déjà qu'il y a un énorme souci, c'est que quand Gafford n'est pas là, t'as pas le remplaçant qui peut faire en sorte que ta défense ne prenne pas l'eau. Et en plus de ça, j'allais dire qu'on allait voir ce qui allait se passer s'il reste blessé pendant longtemps. Il a déjà un problème au genou. Donc il a loupé le dernier match. Il est très incertain pour le prochain contre Atlanta. Et donc les Wizards risquent de prendre l'eau malheureusement, alors que l'attaque fonctionne à peu près bien avec cette line-up. Donc, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, tu joues pas tant que ça de choses avec les Wizards cette année. Donc même si t'as pas de rotation poste 5, est-ce que c'est réellement un problème si de l'autre côté, t'apportes des réponses, que les jeunes se développent, que t'arrives à faire jouer des Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma? Je suis pas sûr en fait. Tu peux prendre des défaites en développant tes joueurs, c'est pas un problème. Constant, je vais te relancer un petit peu là-dessus. Déjà, j'ai l'impression que s'il y a bien une équipe qu'on a identifiée en NBA comme ne voulant pas forcément gagner des matchs, je pense que c'est les Wizards. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir des problèmes d'effectifs? Et puis, est-ce que cet effectif, surtout, ne va pas énormément bouger d'ici la fin de la saison avec des joueurs potentiellement qu'on imagine très bien se faire trader? Je pense notamment à Kuzma qui n'est plus un peu dans la timeline de Washington actuellement, mais aussi des joueurs qu'ils ont récupérés dans les trades, un joueur comme Tyus Jones qui va forcément être demandé, pour lequel tu pourras récupérer forcément au moins un pic de draft. Donc c'est des choses qui intéresseront forcément Washington. Donc finalement, est-ce que c'est un problème et comment tu vois cette saison des Wizards finalement? Non, c'est pas un problème. J'étais en train de réfléchir à... Alors déjà, on ne dit pas du mal de Mike Muscala, c'est interdit. Non, c'est un défenseur élite, je suis désolé. Le match contre les Grizzlies, il stoppe Jaren Jackson Jr. au poste. Donc il y a un moment où il faut être honnête. Tu prêches un convaincu, c'est grâce à lui qu'on a Tyrese Maxey à voilà. Philadelphie. En plus, vous êtes pas objectif aussi. Mike Muscala, un des tank killers du Thunder l'an dernier, c'est-à-dire que si t'avais fait jouer Mike Muscala 82 matchs, le Thunder aurait été, je sais pas, 3e de conférence, tellement les ratings avec lui c'était n'importe quoi. Mais je réfléchissais du coup à la pire rotation au poste 5. Je suis désolé Tom, mais Memphis, la rotation au poste 5, si on considère que Jaren Jackson Jr. est un 4 et pas un 5, ben en fait il y a pas grand monde. Hein. Je veux pas faire injure à Santi Adalma et Xavier Tillman Jr., mais on en parlera après des Grizzlies, mais c'est quand même compliqué. En fait, le problème que j'ai avec ces Wizards, c'est que c'est une somme d'individualité.
et que ça ne fait pas un collectif. Donc je pense que c'est une équipe qui va prendre des tartouzes sur certains matchs. Le match contre les Celtics, mais ça arrive à des gens très bien de prendre une raclée face aux Celtics, comme ça arrive très bien ça arrive à des gens très bien de prendre une raclée face à Denver. Je pense que les deux équipes sur ce début de saison, t'as l'impression qu'elles sont mi-mars déjà et qu'elles attendent les playoffs. Ah ouais, et après, je pense que c'est un effectif qui va énormément bouger. Il y a la question de Jordan Poole que tu as récupéré cet été, qui est peut-être un de ceux qui a le moins, de par son contrat et de par son âge, moins de probabilité de partir. T'as eu Jones qui va être énormément courtisé par n'importe quel contender d'ici février. Il y a le cas de Kai Kuzma qui a été prolongé durant l'été, donc on ne sait pas trop quelle est la position des Wizards via Kuzma, parce qu'il a été prolongé par le nouveau management qui est arrivé cet été avec non, c'est pas très Wizard, mais c'est un autre d'OKC, j'ai oublié son nom, mais c'est un ancien d'OKC, donc voilà. Reconstruction, vous comprendrez pourquoi Bilal Coulibaly a été choisi du coup. Ça me permet aussi de pousser un petit coup de gueule, de dire que les Wizards, vous reconstruisez quand vous avez un rookie qui a été drafté 7e, vous le faites starter. Ça sert à rien de mettre Corey Kispert ou Deni Avdija titulaire, même si vous avez prolongé Deni Avdija. Ça sert vraiment à rien de mettre Corey Kispert titulaire à la place. Ouais, donc c'est un effectif qui est susceptible de bouger d'ici février. Je pense qu'ils peuvent avoir sur certains matchs une équipe piège, le profil d'une équipe piège, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où Poole peut mettre dedans, Kuzma peut mettre dedans, Avdija peut mettre dedans. Daniel Gafford qui est un pivot honnête. Moi je trouve qu'on est un peu sévère avec Daniel Gafford. Il fait le taf. Il dépasse pas sa fonction de ce qu'on lui demande, mais il fait le taf. C'est un joueur que je trouve correct. C'est une équipe qui va perdre beaucoup de matchs, qui doit régler son problème de coach avant aussi de se focaliser sur la draft. C'est que Wes Unseld Jr., est-ce que tu vas le garder pour la reconstruction ou est-ce que tu t'en sépares et tu repars sur autre chose? Ça reste à déterminer. Beaucoup de choses sur ces Wizards, mais je trouve que vraiment c'est plus une somme d'individualité qu'un collectif. Et le problème que j'ai avec la somme d'individualité, c'est qu'en plus, il n'y a pas vraiment un énorme potentiel à aller développer. Parce que à part Jordan Poole et donc Coulibaly qui vient d'être choisi à la draft, j'ai l'impression que les joueurs ont déjà atteint leur plafond. C'est-à-dire Kuzma, Avdija et Jones, c'est pas des joueurs qui vont avoir une progression énorme durant l'année. Et du coup, ça manque un peu de jeunes à potentiel si tu veux vraiment aller perdre des matchs. Jouer la draft, oui, mais ça manque trop de jeunes encore. En fait, c'est encore l'équipe mid de quand il y avait Bradley Beal et que ça jouait la 10e place. Après, je te trouve dur dans le sens où c'est le tout début du processus de reconstruction et que je trouve justement que pour un tout début de processus de reconstruction commencer avec Jordan Poole, qui n'est plus un tout jeune non plus, mais qui est un potentiel intéressant, surtout qu'on l'a pas vu dans des conditions où il aurait justement plus de responsabilités, et Bilal Coulibaly, qui est quand même un haut choix de draft, c'est des prospects intéressants à développer. Et puis, comme je l'ai dit, tu es au tout début, donc peut-être que tu n'as pas encore ta pièce centrale à Washington, et c'est pas forcément le problème. On est au tout début de la reconstruction. Le GM que tu cherchais, c'est Will Dawkins. Will Dawkins, Constant. Merci. Voilà. Et moi, je pense que je serais fan de Washington, je serais plutôt dans une période où je serais excité de voir comment ça va se passer. Il y a quand même des joueurs, je dis pas, il y a des soirs où justement, comme l'a dit Constant, beaucoup de soirs, je pense, où ça va être très compliqué, mais des soirs où tout va rentrer et ça va être fun à regarder. Ton interrogation sur Wes Unseld, effectivement, moi aussi, je la partage, surtout qu'on n'a pas été enflammé par ce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant, et comme on a pu observer parfois que ne pas changer de coach pour démarrer un processus de reconstruction n'est pas forcément la bonne idée. Je pense à Détroit notamment, qui ont continué avec Troy Weaver, j'ai perdu Dwayne Casey. Et c'est pas forcément toujours la bonne idée. C'est plutôt bien de recommencer avec une tête fraîche et de parfois ça marche pas non plus. Je pense à Stephen Silas, mais néanmoins. Recommencer sur du nouveau avec du vieux, c'est jamais forcément la bonne idée. Néanmoins, moi, je pense qu'il y a de quoi être excité par ce redémarrage, et puis enfin ne pas être toujours en même position, ne pas être dépendant de Bradley Beal, ce qu'il décide de faire, et est-ce que tu vas construire une équipe compétitive autour de lui? Ça a toujours été la question. C'est une question c'est difficile de répondre oui finalement, et aujourd'hui, au moins à Washington, on a l'impression qu'on commence à au moins on y voit clair. On sait ce qu'on veut. On veut perdre des matchs pour le moment et espérer. Le processus, comme je l'ai dit, il est long. On pense déjà sûrement du côté de Washington à Cooper Flagg dans 2 ans, ce genre de choses. Donc, laissons le temps à Washington de démarrer leur processus, je pense.
Il y a Dylan Wright aussi que j'ai pas mentionné dans Tout à fait. les joueurs susceptibles de bouger. J'aimerais quand même le citer dans une équipe d'individualité parce qu'il faut le citer quand on parle d'individualité. Danilo Gallinari. Voilà. C'est notre c'est individualité Danilo Gallinari. Il y a pas surtout là en retour de blessure, mais non, mais c'est Wizards comme tu l'as dit Amine. Les fans des Wizards devraient être satisfaits, même s'ils vont souffrir d'avoir une ligne claire, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Et voilà, on va pouvoir passer à la prochaine équipe et c'est à moi qu'on a assigné la question, mais je vais vous poser, je vais vous demander votre avis également. On va parler de l'équipe la plus hipster actuellement peut-être, les Indiana Pacers. Donc la question qui a été posée, c'est après l'ajout d'espoir et de certitude à l'intersaison, sont-ils un candidat crédible au play-in? Alors moi, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre oui, c'est un candidat crédible au play-in, tout simplement parce qu'il y a un plancher que t'offre Tyrese Haliburton déjà, et que la construction du roster autour, la présence du coach aussi, Rick Carlisle, qui est quand même un bon coach NBA très référencé et capable d'organiser pas mal de choses, te permet de répondre oui. Normalement, c'est un candidat crédible au play-in. Moi, la petite astérisque que je vais mettre, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils en sont déjà là? En fait, je vais reprendre une expression que tu avais dit, je ne sais pas si tu l'avais dit en direct Constant ou en off, mais est-ce que leur problème, c'est pas que Tyrese Haliburton est trop fort pour le projet où il en est aujourd'hui du côté d'Indiana, et du coup, ça les met aussi dans cette situation d'avoir le cul entre deux chaises. J'ai l'impression que là, cette saison, vu ce qui a été fait au niveau du recrutement, de la prolongation de Miles Turner, par exemple, ça a été fait l'année dernière, mais c'est plutôt des choses pour garder un plancher haut. Et je pense que Indiana veut déjà être assez compétitif et retourner en play-off via probablement le play-in. Je pense qu'ils seront un candidat crédible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va lancer toi, Gabin, pour commencer. Je pense qu'ils y sont et qu'ils iront au play-in. Mais comme tu l'as dit, en fait, l'équipe va peut-être un peu trop vite. Faut voir si, par exemple, est-ce que c'était une bonne idée d'acheter Bruce Brown pour essayer d'aller chercher un play-in alors que finalement, l'équipe est jeune et a largement le temps de progresser ensemble et d'aller chercher d'autres choix de draft. Maintenant, t'as déjà une base solide de jeunes qui est intéressante à avoir joué, donc c'est pas très très grave si ton pic de draft de cette année n'est pas hyper haut. Je pense à Bénédicte Mathurin qui fait déjà un bon début de saison. Haliburton est toujours aussi bon. T'as la petite surprise un peu de la saison Smith. Donc à voir, mais en tout cas c'est faut peut-être pas s'enflammer sur le très très bon début de saison. Je pense qu'il y aura des passages compliqués, notamment si Haliburton se blesse. Moi je suis très très inquiet de la forme de l'équipe qui tournera pas sans lui, je pense. Mais ouais, si tu me demandes là aujourd'hui, je pense que ça va chercher un play-in sans trop de problèmes. De toute façon, si Haliburton se blesse, ce seront les Pacers de l'an dernier. Hein. C'est-à-dire que les Pacers, lorsque Haliburton jouait l'an passé, ils étaient à un bilan à l'équilibre. Donc, ils étaient à 50%. Oui, effectivement, Haliburton, c'est ce qu'a pu être rejeté aussi les deux précédentes saisons d'OKC, c'est qu'il était trop fort pour tanker. À différence près qu'OKC a eu des blessures de chez ou parfois des mises au placard volontaire pour pouvoir récupérer un haut choix de draft. Ce qui n'est pas le cas des Pacers. En fait, ce que je trouve... ce qui m'inquiète un peu pour les Pacers, c'est pas leur niveau de jeu, c'est que ils sont arrivés dans ce processus parce qu'ils en avaient marre d'être l'équipe qui se faisait sweeper au premier tour. Et en fait, quand tu vois la construction de roster, tu te diriges peut-être doucement, mais sûrement vers cette probabilité. Alors, pour moi, en fait, tout est à relativiser sur leur reconstruction parce que j'estime qu'ils ont leur pièce centrale. Ils l'ont déjà. C'est Tyrese Haliburton. Ensuite, faut voir comment va se développer Bénédicte Mathurin, faut voir comment va se développer Jarras Walker. Ce serait peut-être bien de lui donner du temps de jeu à Jarras Walker pour pouvoir le voir se développer. Il y a la prolongation de Miles Turner, comme tu l'as dit, durant l'été. Il y a le cas Buddy Hield qui, pour l'instant, joue, même si on sait que Buddy Hield sera probablement transféré d'ici la trade deadline. Et la petite surprise, qui était déjà une surprise l'an dernier, Andrew Nembhard, que j'aime beaucoup, moi, petit meneur un peu dans ce profil, qui a repris la place de TJ McConnell, tout ça coaché par ce que j'appellerais un génie du basket offensif avec Rick Carlisle, très honnêtement. Donc ouais, c'est une équipe qui, pour moi, peut même sauter le play-in. Hein. Très honnêtement, ça peut être une équipe qui, en fonction de ce qui se passe dans la conférence S, j'ai déjà dit que la conférence S, ça va être un petit peu morose, pour reprendre le terme de la précédente preview. Il y a des équipes qui peuvent extirper leur jeu de cette conférence S. C'est déjà le cas, hein, très honnêtement. Des équipes comme les Raptors, même comme le Heat, on en parlera après, c'est pas franchement rassurant sur ce début de saison. Donc, tu as des équipes comme Indiana qui peuvent extirper leur épingle du jeu, ou
peut-être se retrouver 7e, à défaut d'être 6e, et potentiellement en très bonne posture pour se qualifier pour les playoffs. Donc ouais, selon moi, c'est une équipe qui, avec l'ajout de Bruce Brown, avec le développement interne, peut se frayer un chemin parmi le play. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est surtout dans le sens où, comme tu l'as dit, tu vois, par exemple, Buddy Hield, c'est l'éternel partant du côté de Sacramento, avant déjà et maintenant aux Pacers. Mais finalement, le fait qu'il le garde, c'est peut-être parce que on veut être le plus compétitif possible. Et c'est un shooter élite, c'est un des meilleurs shooters de la NBA, Buddy Hield. Donc, il t'apporte quelque chose que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Donc, c'est un asset intéressant pour récupérer autre chose, mais c'est pas forcément ce que tu retrouveras. Et je pense que c'est un peu pareil avec Miles Turner. Ils ont plein de joueurs qui sont des éternels partants. Et finalement, s'il reste, c'est aussi parce que du côté d'Indiana, on veut pas tanker de toute manière, et on se retrouve avec une équipe qui est somme toute assez profonde en plus d'être assez compétitive. Il n'y a pas de joueurs extrêmement à part Haliburton, il n'y a pas de joueur vraiment phare dans l'effectif. Néanmoins, il y a une profondeur qui permet de voir assez loin. Comme tu l'as dit, il y a le bon début de saison d'Aaron Nesmith qui donc rentre un peu dans la rotation plus sérieusement. Tu as parlé de Andrew Nembhard. Si tu n'as pas Nembhard, tu as TJ McConnell. Donc tu as quand même, mine de rien, 48 minutes normalement de guard play de qualité. C'est une équipe qui, normalement, dans une conférence Est, comme tu l'as dit, est en train de baisser, alors que c'était déjà pas forcément génial, et avoir un niveau un petit peu justement dans le milieu de classement qui est assez équilibré entre les équipes. Ça serait pas étonnant de retrouver les Pacers au play-in, voire même mieux en fonction de comment se déroule la saison et comment changent peut-être d'objectifs certaines équipes aussi si ça se déroule mal au début, alors que les Pacers n'ont pas de raison, à part, comme tu l'as dit Gabin, comme tu l'as répété Constant, la blessure d'Haliburton qui change tout en fait. Ils sont trop Haliburton dépendants pour que ça puisse changer, ça ne puisse pas tout changer. Néanmoins, on va pas lui souhaiter, on va espérer qu'il reste en santé parce que c'est un régal pour les yeux. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, les Pacers, ça semble être une équipe normalement qui sera au moins dans ses places 7-10. Ça risque d'être surprenant si c'est pas le cas. C'est une équipe League Pass en plus, c'est que toutes les équipes déjà coachées par Rick Carlisle sont des équipes League Pass, ça court, ça joue vite. Bon, Haliburton, faut qu'il arrête de faire des fausses no-look pass, hein, parce que ça, c'est vraiment, j'ai jamais vu des no-look pass aussi mal faites que celles d'Haliburton. Mais effectivement, Amine, tu as raison de parler d'Aaron Nesmith, qui a été prolongé en plus, qui a eu son extension suite à son contrat rookie. Un bon petit deal, on est sur 3 ans, 39 millions. Enfin, c'est intéressant pour les Pacers, sachant qu'Aaron Nesmith, ça avait mal débuté du côté de Boston. Ouais, c'est une équipe, on peut s'inclure dedans, donc on le dit pas de manière péjorative, c'est l'équipe des hipsters, un petit peu les Pacers, on a envie de regarder ces Pacers, et tu sais que défensivement ça va être compliqué, mais au moins tu vas avoir du rythme, et tu vas avoir de la belle attaque. Gabin, une dernière chose à ajouter sur les Pacers? Non, pas forcément, mais ce que je me disais, c'est que si tu prends la théorie du meilleur joueur sur le terrain, eh ben tu remarques qu'à l'Est, le niveau est catastrophique et que les Pacers devraient bien s'en sortir. Que ça soit tu les mets contre les Wizards, les Hornets, les Nets, les Magic, les Pistons. Bah t'as déjà tes équipes que t'es censé battre sans trop de problèmes. En plus de ça, tu rajoutes les Bulls, les Raptors qui ont une situation compliquée. On sait pas forcément où ça va. Les Nets, ils vont peut-être chambouler leur effectif. Donc si tu déconnes pas, normalement la place au moins au play-in voire plus est quasi assurée si tu continues continuer dans la continuité, très bien. Si tu joues avec cet effectif qui ne bouge pas jusqu'à la fin de saison. Ok, donc play-in normalement pour Pacers d'après nous trois. Est-ce que c'est aussi le cas pour ton équipe Gabin justement, les Toronto Raptors? La question qui a été choisie, et je trouve qu'elle est très bien choisie, on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est peuvent-ils éviter le bottom 5 en attaque sur demi-terrain? Alors, on va commencer par toi Gabin, on va t'écouter. Faut que je développe ou je vais développer un peu. Alors la question se pose parce que pour l'instant, sur demi-terrain, les Raptors, alors ça pique les yeux, ils font 77,1 points sur 100 possessions, donc en attaque de demi-terrain. Ce qui fait, alors c'est 4 matchs, ça va prendre avec des pincettes, mais ce qui fait que les Raptors sur demi-terrain est pour l'instant la pire équipe de la ligue. La pire. Il n'y a pas pire équipe de la ligue. Bien sûr que ça bougera ça pour le coup. Il y a des équipes qui vont réussir quand même à faire pire. Pour l'instant, ça va être les dur, Raptors avec ça.
C'est horrible. Non, mais c'est catastrophique. Pour l'instant, du coup, Toronto a la 29e attaque de la ligue, avec 101,8 points par 100 possessions. Et pourtant, la défense est super bonne et on a une transition qui marche bien. C'est la deuxième équipe la plus efficace sur transition. C'est-à-dire que même avec une excellente défense et une attaque en transition qui marche bien, amenée par ta bonne défense, tu n'arrives même pas à être à l'équilibre et t'es en 1-3 en ayant perdu contre les Bulls et les Blazers. J'arrive toujours pas à expliquer comment. Sur l'attaque demi-terrain, ce qui est criant comme l'année dernière, c'est tout simplement le manque de création offensive. C'est-à-dire qu'on n'a pas un meneur gestionnaire. L'attaque, c'est vraiment du à toi, à moi. C'est un ensemble d'isolation et en fait, on attend à ce que Siakam et Barnes, au bout de quelques passes et d'ISO ratés, te fassent un flash. Pour l'instant, ça marche super bien avec Barnes, mais c'est hyper limité comme attaque. Et en fait, les défenses, donc pour ne pas nous faciliter la tâche, elles jouent hyper resserrées à l'intérieur et nous laissent ouverts à 3 points. Sauf que, comme l'année dernière, on est une équipe horrible à 3 points. Pour l'instant, c'est 33,3% de pourcentage de réussite à 3 points, mais c'est que des shoots hyper simples. Et en fait, à part donc Grady Dick, on va voir ce que ça donne parce que c'est que sa première année, mais à part Gary Trent Jr. et Anunoby qui fait le taf, t'as pas ces menaces à 3 points qui demandent à l'adversaire de te respecter. Donc en fait, les adversaires, on les aide à nous défendre. Ils ont juste à défendre l'intérieur et nous, on va louper des 3 points dessus. Et c'est ce qui s'est passé contre Chicago, où l'attaque a vraiment été en panne. Il y a eu un run en première mi-temps de 40-9 pour Chicago, parce que tout simplement, on a fait que des attaques demi-terrain, où on a fait du à toi à moi, on n'arrivait pas à rentrer, et ça finissait tout le temps par des shoots à 3 points, et on n'arrive pas à shooter. Donc, l'attaque, moi, je suis très pessimiste, parce que je vois pas forcément comment ça pourrait progresser, à part si le niveau individuel de Scottie Barnes progresse et qu'il arrive à te faire des isolations de plus en plus efficaces. Mais c'est pas là-dessus que tu peux baser une attaque. Pour moi, Barnes est censé être le second ball handler. Le premier, t'as remplacé Schroeder par Fred VanVleet. Alors, il fait un bon début de saison, je trouve. Mais Schroeder, pareil, c'est pas un meneur super gestionnaire. C'est pas lui qui va te casser la défense. Et donc, c'est vrai que le trade qu'on aurait pu avoir avec Harden ou Lillard prenait un peu de sens pour les Raptors pour avoir une équipe qui essaie de jouer quelque chose. Sans ces profils-là, je suis pas sûr qu'on sorte du bottom 5 sur demi-terrain. Et donc, si tu ne sais pas scorer, aussi, tu peux avoir la meilleure défense de la ligue, ça va être très très compliqué cette année. Vas-y, Constant. Je pense qu'à l'été 2024, il faudra faire le point sur les Raptors à partir du moment où ils gagnent le titre. Faudra faire un podcast un peu rétrospective sur les Raptors, de dire le seul move que t'as fait pour t'améliorer sur 5 ans, c'est récupérer Jakob Poeltl, quoi. C'est dur de récupérer il y a juste Jakob Poeltl. Je trouve que les Raptors, moi je trouve que c'est vraiment je le disais en off, taper sur des équipes en reconstruction, je suis pas fan, mais taper sur des équipes comme les Raptors, moi c'est les scénarios qui m'agacent le plus, c'est que c'est une équipe qui ne va nulle part. Il y a une stat, encore une fois, qui était terrifiante lors du match face aux Bulls. À un moment, les Raptors on est en première mi-temps, et la première mi-temps est même pas finie. Ils sont à 13 ballons perdus et 1 sur 18 à 3 points. C'est pour vous dire le niveau de l'attaque des Raptors. En même temps, même s'il fait un bon début de saison, Point Scottie, je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution pour avoir une très bonne attaque sur demi-terrain, tout aussi talentueux qu'il est. Je trouve que, en fait, toute la problématique des Raptors, et Gabin, t'as parlé du fait qu'ils étaient une très bonne équipe sur transition, parce que les Raptors ont gardé les mêmes schémas défensifs que l'an dernier, c'est on est très agressif sur le porteur, donc on force des pertes de balles, donc on met des paniers sur transition. Sauf que quand tu n'as pas ces ballons perdus, quand tu ne récupères pas ces ballons, tu es obligé d'attaquer sur demi-terrain. Là, l'attaque sur demi-terrain, il n'y a rien. Enfin, je suis désolé, c'est vraiment très difficile. T'as parlé de Gary Trent Jr. Moi, je trouve que même le début de saison de Gary Trent est vraiment pas bon. Après, pour ce qui est du reste, on va voir avec le nouveau coach. Peut-être que ça va mettre un peu de temps à s'organiser. J'ai l'impression que tu as changé de coach, mais que la recette et le fond de jeu est le même que celui de l'an dernier, aussi parce que l'effectif n'a pas bougé. Donc les Raptors, je suis très inquiet de la situation. Je pense que c'est un groupe qui n'a pas envie en plus, qui
qui jouent pas ensemble. Tu vois, tu parlais du pouvoir de l'amitié, Gabin. Je suis même pas sûr qu'il existe ce pouvoir de l'amitié aux Raptors. Je sais même pas si, voilà, il y a le cas de Siakam et d'Anunoby qui seront free agent l'été prochain. Tu sais pas trop s'ils veulent rester, s'ils veulent partir, qu'est-ce qu'il en est. Enfin, il y a plein d'incertitudes sur les Raptors qui occultent le terrain. Et je trouve que, un peu comme les Bulls, il y a un espèce de mal-être que tu peux ressentir qui datait de l'an dernier, qui est de retour dès le début de saison et qui se ressent sur les pertes de l'équipe. Alors après, les Raptors, on les connaît, ils sont capables de t'enchaîner 5 ou 6 victoires de suite parce que leur défense va redevenir élite et qu'ils vont avoir une surdose de réussite à 3 points. Et ce qui monte sur le début de saison, ça renforce mes craintes que j'avais durant l'été, c'est que cette équipe va pas bien loin et que même si Fred VanVleet était un joueur correct, sa perte se fait ressentir et c'est pas Schroeder qui va venir compenser la perte. Ouais, je crois qu'on a fait un large tour d'horizon. On n'a pas beaucoup parlé. T'as parlé de faire un bilan, mais on n'a pas beaucoup parlé des choix de Masai Ujiri de manière générale, parce que on lui a édifié une statue à Toronto après le trade de Kawhi et le titre qui en a découlé. Néanmoins, c'est un GM qui était critiqué avant et qui finalement a reçu un totem d'immunité et n'est plus critiqué depuis, alors que ce qui a été fait depuis, c'est une construction qui est compliquée parce qu'on voit aujourd'hui justement que le problème n'était pas forcément les systèmes de Nick Nurse, puisque aujourd'hui il n'y a pas grand-chose qui change au niveau de la création, justement. C'est le plus gros problème de cet effectif. Effectivement, finalement, c'était bien de récupérer Jacob Poeltl. Ça réglait un problème que tu avais du côté de Toronto où tu n'avais pas de vrai pivot protecteur de cercle. Mais si tu n'ajoutes jamais ce créateur, on a l'impression que Masai Ujiri veut à tout prix refaire son Kawhi et donc veut à tout prix, il ne voulait que Lillard par exemple cet été. Il ne s'est pas positionné sur Harden, alors que est-ce que Harden aurait voulu aller à Toronto? Est-ce que ça serait bien passé aussi? Mais c'est des questions dont on n'aura jamais les réponses et dont on peut se douter que c'est pas forcément positif. Néanmoins, il leur manque tellement ce créateur qui pourrait faire d'eux en tout cas une bonne équipe. Je ne sais pas si tu récupères pas un joueur du niveau de Lillard, tu n'es pas comment dire, un contender, mais en tout cas, peu importe. Si tu récupères un bon playmaker sur demi-terrain, ne serait-ce qu'un, tu seras une bonne équipe parce que tu as à peu près tout le matériel qu'il faut autour, finalement. Donc ça, c'est bien. Mais à un moment donné, où est-ce que tu vas si tu ne les récupères jamais? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire stop aussi à tout ça, parce que on a l'impression aussi que Pascal Siakam, il est très content surtout de pouvoir prétendre à un contrat énorme à Toronto l'année prochaine. C'est pas forcément l'idée de rester à Toronto. Après, peut-être que je juge et je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Anunoby, qui a failli être drafté de nombreuses fois, il y avait des offres parfois qui me semblent déjà très élevées pour le joueur qui est Ojani Anunoby qui ont été refusées. Donc, il y a toutes ces questions et on a l'impression d'être dans un flou. Tout à l'heure, on a dit au moins à Washington, on y voit clair. Là, on a l'impression que Toronto est l'équipe qui rentre dans ce grand flou de qu'est-ce qu'on joue exactement du côté de Toronto. Et c'est pas agréable, je pense, pour un supporter, justement. Tu peux me répondre, justement, Gabin. Je me demande si c'est pas le pire statut, la pire situation dans laquelle, quand on est supporter, de ne pas savoir où on va et ce qu'on va faire, en fait. Au-delà de pas savoir où on va, c'est moche. Enfin, on regarde le terrain, en attaque sur demi-terrain, c'est moche. T'as pas le joueur, enfin, par exemple, Constant, toi qui es fan de Casey, quand t'as Shea qui joue, t'as envie de le regarder tous les soirs. Ah, les Raptors. C'est bizarre, on n'entend plus les rumeurs de Shea qui va être frustré d'OKC qui demande son trade de Raptors. Hein. C'est qui rira bien, qui rira le dernier. Ça a plutôt l'air d'être les fans de Casey. Après, je veux pas manquer de respect aux fans des Raptors parce que voilà. Mais c'est déjà dur. Non, mais c'est comme les fans de Chicago qui disent Anthony Davis, Chicago, il va revenir à un moment, il va venir jouer pour nous. Et vraiment, je trouve que hasard de la formation de l'équipe de Dunk Hebdo, mais Toronto et Chicago, c'est vraiment les deux équipes où tu vois pas la ligne directrice, quoi. Et c'est dur. Et c'est deux équipes qui se sont retrouvées à jouer le play-in l'une contre l'autre en plus. Mais ouais, je trouve que, enfin, Gabin, tu peux le dire, mais c'est dur. Et il y a ce côté, un peu cette incertitude où si jamais OG Anunoby et Pascal Siakam venaient à partir libre l'été prochain, la situation de Toronto, elle serait très compliquée, sachant que vous n'avez pas votre pick l'an prochain, hein, sur la draft 2024, il est protégé top 5, il me semble, aux Spurs. Parce qu'on a pris Poeltl, ouais. Voilà, c'est-à-dire que Jakob Poeltl peut potentiellement coûter aux Raptors un top 10 de draft. C'est en fait le cul entre deux chaises, c'est vraiment nous, quoi. C'est-à-dire que t'es pas assez fort pour aller jouer le haut de tableau,
et tu te renforces en allant chercher un Poeltl, mais tu restes une équipe mid. Et de l'autre côté, du coup, on n'aura pas de pick alors qu'on aurait pu en profiter pour faire une saison horrible. C'est pour ça que je ne crois même pas en la théorie. Moi, ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse finalement, c'est qu'on trade Siakam qui fait plus vraiment sens dans l'équipe, qu'on aille chercher donc des picks de draft et des jeunes et que on tank, on tank tout simplement. Mais là, cette année, c'est même pas possible. Donc, je pense que la saison entière, on va rester une équipe mid. Et j'ai très peur qu'on refasse ce qui s'est passé avec Fred VanVleet, c'est-à-dire qu'on le laisse partir contre rien. Il y a même pas eu un petit sign and trade. Et en fait, depuis l'année du titre, Masai Ujiri est en train de dormir, je pense, sur son PC. Il n'y a aucun transfert. Donc l'équipe qui nous a emmenés au titre, et ben tous les ans, on perd des pièces au fur et à mesure, mais on n'en ajoute pas ou on fait pas de transfert pour changer la donne. Donc l'équipe, elle est en train d'agoniser comme ça petit à petit. Et en fait, on est sur une petite pente descendante qui va tout doucement, qui prend des années à descendre, mais à la fin, il nous restera qui? Je sais pas, parce que si Siakam et Anunoby partent contre rien, là, ça serait vraiment catastrophique. Donc ça pour dire, je vais continuer à regarder les matchs, je tiendrai au courant de ma situation mentale, mais on va nulle part, en fait. C'est ça le problème. Je pense qu'il y a moyen que les Raptors se retrouvent. On en parle assez rapidement des Raptors parce qu'il y a les 4 quarts qui arrivent et il faut une stat négative pour une équipe. Donc je pense qu'on va assez vite parler des Raptors. Mais j'aimerais juste peut-être conclure en disant qu'en 2021, lorsque les Raptors ont joué du côté de Tampa Bay, leur saison, on nous avait dit oui, ils font une mauvaise saison, c'est une exception. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ben en fait, c'est peut-être la 21-22 où les Raptors sont 6e de conf qui était une exception finalement quand on voit ce qui se passe. Oui, on va conclure là-dessus. Je dirais juste que tu t'as parlé d'équipe mid, Gabin. Ce qui fait peur un peu cette année, c'est que ce soit une équipe mid-bas, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, que tu tombes dans ce... Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une équipe vraiment mid. Et du coup, tu pouvais avoir des saisons justement 6e ou des saisons où tu termines 8, 9e. Mais là, si tu sors du play-in et tout, et que tu joues pas ni le tank, ni quoi que ce soit, en fait, c'est là où la situation est vraiment compliquée. Et on va passer à une autre équipe qui, elle, n'hésite pas à bouger, puisqu'elle a bougé cette semaine, c'est les Los Angeles Clippers. Et qui, pour parler des Clippers, d'autre que celui qui possède plusieurs de ces pics de draft, Tout le futur. Même si maintenant, il y en a certains qui sont du côté de chez moi, de Philadelphie. Donc, Constant, on va te poser la question. Est-ce que c'est la fameuse grande question et on l'avait choisi avant l'arrivée d'Harden et de PJ Tucker, mais elle va toujours aussi bien. Est-ce que c'est l'année de la dernière chance pour cet effectif, l'effectif le plus vieux de la ligue? Et ça n'a pas changé avec Harden et PJ Tucker dans l'effectif. C'est bien finalement de retarder un peu pour sortir les previews, c'est que ça évite qu'on parle de certaines équipes et qu'au bout de 3 jours nos propos soient périmés. Du coup, ça permet d'avoir le trade de James Harden. Très honnêtement, les Clippers, je pense que c'est une équipe dont j'ai fait le post-mortem sur eux en avril. Les 10 stats de la saison chez Guillaume, c'était déjà moi. J'ai déjà beaucoup parlé des Clippers et je pense que je pourrais encore beaucoup en parler parce que c'est une équipe qui me fascine, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est que j'ai l'impression cette question, on se la pose tous les ans, de dire est-ce que c'est la dernière année pour les Clippers? Et chaque année, ils arrivent à nous trouver une espèce de tour de magie pour se dire en fait la porte elle est peut-être encore un peu ouverte. Cette année c'est James Harden. Bon maintenant ils ont plus de first round jusqu'à la construction de leur nouvelle salle, enfin la prochaine nouvelle salle. Donc voilà, tout part au OKC, tout part à Philly. Là ils sont dans la même situation que les Suns. C'est une équipe qui s'est dit foutu pour foutu, on va sacrifier notre capital de draft restant au lieu de sacrifier notre capital joueur. Ce qui est pour ça que Terrence Mann est toujours là, c'est pour ça que Norman Powell est toujours là. Je trouve que c'est une équipe qui aura toujours les mêmes problématiques que ce qu'elle a eu l'an dernier, même les précédentes années. Ça tient à la santé, notamment de leurs joueurs, mais surtout de Kawhi Leonard. Je pense que c'est une équipe qui ne peut pas aller au bout avec un Kawhi Leonard qui n'est pas top 5 du DH20. Hormis si Paul George confirme les excellentes choses qu'il nous montre sur ce début de saison, on est en train de retrouver un Paul George qui, pour le coup, tient parole à ses actes, enfin qui tient acte de ses paroles lorsqu'il avait dit qu'il devait être meilleur avant le début de la saison. Il est très très costaud, là on retrouve un très bon Paul George et ça fait plaisir parce qu'on a beau se moquer de Paul George, je pense que c'est un joueur qui est apprécié de tous, en tout cas à Dunk Hebdo, donc c'est content de revoir Paul George à ce niveau. Après, il y a l'intégration de James Harden, ça va être difficile de réellement voir comment tu peux faire cohabiter les 4 avec Russell Westbrook et les 3 joueurs que je viens de citer. Et effectivement, c'est un groupe qui est extrêmement vieillissant. Il y a Harden qui est free agent l'été prochain, il y a Westbrook qui est free agent l'été prochain, il y a des player options pour Kawhi et Paul George. Tu sens que là, tu arrives vraiment
si ce n'est la dernière année, c'est l'avant-dernière année où tu peux vraiment ouvrir la porte. Et encore, je suis relativement sceptique sur leur chance quand tu sais que l'ogre de la conférence Ouest s'appelle les Nuggets et que techniquement, comme l'avait dit Tom dans la conversation de Kebdo, les Clippers n'ont aucune solution pour le two-man game Murray-Jokic. Donc je vais être sceptique. Je conclurai juste mon monologue pour pas faire trop long en disant qu'en sortie de conférence de presse et d'élimination l'an dernier, les Clippers avaient beaucoup insisté sur l'importance du seeding en saison régulière et du fait qu'il s'était compliqué la saison inutilement en s'étant mal classé. Je pense que le trade de James Harden se fait aussi pour renforcer ton star power, mais pour se dire on va pas se créer les mêmes problématiques que l'an dernier. On veut être une équipe top 3 de sa conférence, avoir un premier tour relativement facile. Vas-y. Non, ouais, franchement, les Clippers, je trouve qu'ils ont eu raison de faire ce trade parce qu'ils s'améliorent quand même. Tu rajoutes un mec comme James Harden qui est arrivé dans le DH20 cette année, ça change quand même complètement la donne, je trouve. Et t'es obligé un peu de faire le trade parce que Paul George et Kawhi ont la player option et comme on l'a dit, c'est peut-être la dernière chance. Donc maintenant, quitte à être dégueulasse sur 5-6 ans, c'est pas tous les ans que t'as la possibilité de jouer le titre. Si tu l'as, faut y aller à fond. Donc je suis d'accord avec ce move. Et pour cohabiter, oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin du ballon. Mais pour moi, si tu fais starter, par exemple, James Harden et que tu mets Russell Westbrook en 6e homme, donc en rotation on-off avec Harden, et que lui a un rôle de dynamiser le banc, je trouve que ça peut très bien coexister et très bien fonctionner. Alors, ma question, c'est plus sur le poste intérieur, comme tu as dit, quand Nikola Jokic vient jouer en ville, c'est très compliqué si tu te les manges sur un tour de playoff. Pour l'instant, je vois pas comment tu fais, mais on n'en est pas là du tout. Moi, ce que je vois, c'est que les Clippers s'améliorent, que à l'Ouest, ils rentrent dans les têtes de série avec les Suns et les Nuggets, et que là, ils ont un vrai coup à jouer. Donc, je suis content de voir ça. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a sur Twitter ou même notre conversation WhatsApp, Tom en a parlé. En fait, tout le monde s'en fout. Et je crois que le monde du basket a arrêté de croire aux Clippers. Et je trouve ça bien dommage. C'est-à-dire qu'il y a eu le trade de Harden. En situation normale, on devrait se dire, oh là là, la Monster Team, c'est incroyable, ils vont aller tout gagner. Là, on n'en avait rien à faire, quoi. Mais je pense que c'est parce que d'une part, c'est les Clippers et d'autre part, ça montre le déclassement entre guillemets de James Harden. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'échecs répétés en playoff que les gens ne croient plus en James Harden malgré ses qualités évidentes en tant que joueur. Il l'a encore montré l'année dernière du côté de Philly. Je pense que Amine ne contredira pas sur ça. Mais tu as parlé de Russell Westbrook en sortie de banc. En fait, leur dynamiteur de banc, ils l'ont déjà, il s'appelle Norman Powell. C'est ça qui me pose problème, c'est que les trois, enfin, Paul George est capable de jouer off-ball. Kawhi, il a beaucoup besoin de la balle pour vraiment créer son tir. Et en fait, moi, t'as énormément. Alors, j'aime pas dire il y a qu'un seul ballon, mais c'est plus comment ils vont coexister. C'est-à-dire que Harden sans le ballon, il n'existe pas. Kawhi sans le ballon, il existe difficilement. Russell Westbrook sans le ballon, c'est réduire tout ce qui fait l'essence de Russell Westbrook. Donc, je trouve que c'est un effectif qui a besoin de beaucoup de joueurs. Et l'ajout d'un gars comme PJ Tucker, malgré les limitations défensives, malgré le fait qu'il ait régressé dans son utilisation en attaque, contrairement aux années à Miami ou aux années à Milwaukee, fait que tu as toujours ce joueur qui n'a pas besoin de la balle et qui peut se mettre dans un corner, comme ils ont perdu avec le départ et le transfert de Nicolas Batum ou de Robert Covington. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire. On fait un petit peu long sur les Clippers, mais comme il y a eu un peu en plus ce transfert, ça change pas mal de choses. Moi, comme tu l'as dit, Constant, James Harden est loin d'être fini. Ce n'est plus James Harden Prime, mais c'était encore l'un des meilleurs playmakers actuellement à NBA, qui t'apporte beaucoup de choses. Et surtout, dans un effectif où, aujourd'hui, à son âge et à son niveau actuel, tout ne repose pas sur lui, c'est un véritable ajout. On ne peut pas ne pas le considérer. Maintenant, moi, je me pose la question de, est-ce que, Constant a commencé à le poser, est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour les Clippers aujourd'hui ? Disons que Russell Westbrook, mine de rien, a répondu à pas mal de problèmes qui étaient précédemment chez les Clippers, justement dans ce playmaking. Alors Russell Westbrook apporte aussi d'autres problèmes, mais néanmoins, dans cette équipe des Clippers, il a vraiment trouvé sa place et il a apporté vraiment des choses très intéressantes. Là, ce que tu fais, on a parlé d'une chose, ce que tu fais, c'est que tu sacrifies donc ta profondeur à l'aile, qui était assez grande et qui te permettait de jouer d'une certaine manière. Alors, il y a quelque chose dont on avait parlé avec Ben dans la conversation il y a un moment, c'est est-ce que, et même je crois en podcast, est-ce que la solution justement face à ces Nuggets dont tu as parlé Constant, c'était pas d'abandonner l'idée de défendre Jokic, mais surtout
d'attaquer mieux que les Nuggets, et donc ce 5-out qui était permis par cette énorme profondeur. Je pense à 2 joueurs qui sont partis. Bon, aujourd'hui, tu récupères PJ Tucker qui peut effectivement aussi jouer un peu poste 5 dans un 5-out, mais on avait des joueurs comme Nicolas Batum ou Robert Covington qui étaient aussi parfaits un peu pour jouer ce rôle et qui sont partis aujourd'hui. Donc, tu sacrifies cette profondeur à l'aile, cette profondeur aussi de solutions tactiques que, en plus, aime beaucoup Tyronn Lue. Pouvoir changer, s'adapter, c'était un peu la marque de fabrique de ces dernières saisons de Tyronn Lue. Et puis, pour moi, ça ne résout absolument pas ton problème. En fait, pour moi, chez les Clippers, tu es contender depuis l'arrivée de Kawhi et Paul George. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il te faut à tout prix que Kawhi, principalement Kawhi, même si j'espère aussi, je suis un grand fan de Paul George, j'espère aussi qu'il va continuer sur son excellent début de saison et qu'on va revoir un peu du prime Paul George et revoir ce haut niveau. Mais en tout cas, principalement, l'idée, c'est que Kawhi soit en santé pendant tous les playoffs, en fait, pas toute une série, mais tous les playoffs, et tu serais vraiment contender, parce que là, ça fait quand même pas mal de saisons où tu t'en manques un des deux généralement, et il te manque souvent Kawhi sur une partie des playoffs, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Oui, donc ça ne change pas vraiment le problème en playoff, ça peut être même plus compliqué en playoff. Tu serais une meilleure équipe de régulière parce qu'en fait tu as aujourd'hui 3 joueurs sur lesquels tu peux te reposer et qui peuvent créer pour les autres et pour eux-mêmes, les 3 finalement, un haut niveau pour les autres, pour Harden, et un haut niveau pour eux-mêmes, pour les 2 autres, plus Russell Westbrook. Ça fait une sacrée armada qui devrait te permettre de faire une bonne régulière, même si tu as des blessures. Donc peut-être que c'était ce qui était recherché pour avoir un meilleur seeding et avoir des playoffs moins compliqués, mais néanmoins, ça posera toujours des questions en playoff, je pense. Oui, bah t'as 3 joueurs sur lesquels tu peux te reposer, et t'as du coup des joueurs qui peuvent se reposer, puisque c'est très important pour les Clippers, le reste injury. T'as parlé juste rapidement, t'as parlé du fait qu'ils avaient abandonné un peu cette polyvalence au poste 5 avec la possibilité de mettre un ailier en 5. C'était déjà le reproche que je faisais lorsqu'il y a eu le transfert de Mason Plumlee. Parce que du coup, ils se retrouvaient avec Zubac, Plumlee. Là, t'avais 2 gros 5 purs et durs. Je trouve que oui, alors effectivement, il faut viser les Nuggets, mais c'est avant de retrouver les Nuggets, il y a du chemin. Et si tu te retrouves, par exemple, à jouer les Los Angeles Lakers, j'ai de vrais soucis, même si historiquement, les Clippers ont toujours défoncé les Lakers depuis l'arrivée de Kawhi, mais j'ai des problématiques, et même en fait, ils ont perdu de la profondeur à l'aile, mais tu te dis, à l'aile, ils ont quand même Kawhi Leonard et Paul George, donc ça peut le faire. Mais c'est plus sur cette notion vraiment de mettre les 3 ensemble. En fait, si jamais tu venais à faire, enfin, vu que tu as fait ce transfert, c'est Kawhi ou Paul George qui devront défendre sur le point of attack. Et c'est ça si t'as des guards, si tu joues, je sais pas, série de playoffs, tu joues les Warriors, pas facile de défendre sur le point of attack avec Kawhi et Paul George. Terrence Mann est un bon défenseur, mais pour moi, c'est pas suffisant pour tenir sur toute une série. Mais on s'avance un peu trop, mais c'est sûr qu'en régulière, ils ont un plancher qui est bien plus élevé. Ouais, je pense qu'on a fait. Non, mais rapidement, je comprends les craintes et les problèmes qu'on a avec le profil d'Harden. Et je me dis, dans leur situation, c'est quand même un excellent trade c'est un bon trade que j'aurais fait aussi parce que tu t'améliores nettement. Et les pièces que tu lâches, tu peux te permettre de les donner. Et puis le pic de draft, de toute façon, si tu veux jouer le titre, t'as pas forcément le choix. Donc dans la situation, oui, je vois tous les problèmes, mais l'équipe s'est quand même nettement améliorée. Donc c'est encourageant. Le seul truc que j'aimerais ajouter, c'est que ça a presque intérêt à marcher, parce qu'ils se sont mis quand même dans une situation, surtout avec le nouveau CBA, et la création de la seconde apron, ils se sont mis dans une situation où ça sera très dur de se relever si ça ne marche pas, avec des joueurs vieillissants, avec des très gros contrats. Donc peut-être qu'à un moment donné, toute la masse salariale va se libérer. Néanmoins, il faudra tout de suite re-signer des gros joueurs parce qu'ils n'ont plus du tout, comme tu l'as dit Constant tout à l'heure, ils n'ont plus du tout de pic de draft. Donc soit ils auront un problème avec la seconde apron, soit ils auront un problème avec leur pic de draft, quoi qu'il arrive. Donc ça a intérêt à fonctionner à un moment donné. Je sais que c'est pas le problème de Steve Ballmer, l'argent, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, si ça ne t'apporte rien et que tu redeviens une équipe mauvaise, mais sans tes pics de draft, on va vite se rappeler de certains Brooklyn Nets à une certaine époque, et ça risque d'être un peu inquiétant. Il faut que ça fonctionne pour valider un petit peu, et espérons-le pour les fans des Clippers et pour les Clippers, mais c'est pas forcément gagné. On fera le point reconstruction au premier choix 2030.
le prochain first round des Clippers. Ah, il me semble que le Ça premier, va être c'est dans ces zones-là c'est le 2029, du coup, avec les swaps. Ouais. Je crois que c'est le 2029 le premier qu'ils ont. 2029, c'est vrai que si ça marche pas. On va passer à une équipe qui est pas passée loin du titre la saison dernière, même si loin mais si proche, j'ai envie de dire, quand on a regardé la finale, c'est le Miami Heat. Alors là, on aurait pu poser pas mal de questions sur le Miami Heat. La question qui a été conservée et elle est posée à moi, c'est quelles conséquences leur été raté sur leur saison? Manque de profondeur, perte de joueurs de rotation. Effectivement, c'est difficile d'évoquer le Miami Heat sans évoquer le projet avorté Damian Lillard. Ça a été un all-in qui a été fait enfin un all-in dans le sens où tout était misé pour récupérer Lillard pour avoir cette équipe. Du coup, on a fait de la place, on n'a pas prolongé des excellents role-players au Miami Heat. On verra ce que ça donnera vraiment ailleurs, mais en tout cas, c'était d'excellents role-players au Miami Heat, que ce soit Gabe Vincent, Max Strus. Du coup, on a perdu en profondeur et on n'a pas résolu le problème puisque finalement, Damian Lillard est allé aux Bucks et tu n'as quasiment pas fait... tu n'as quasiment pas fait de marché cet été finalement parce que tu étais en attente de Damian Lillard et tu ne l'as pas obtenu. Maintenant, il y a toujours cette fameuse question avec qui est pour moi le meilleur coach de la ligue, Eric Spoelstra, qui arrive à transformer des joueurs en joueurs de rotation NBA. On l'a encore vu l'année dernière, précisément, c'était Caleb Martin qui s'est transformé en vrai starter NBA. En Tracy McGrady, tout à fait. Et du coup, on a une base avec Jimmy Butler, Bam Adebayo qui est très sérieuse. On a un Kyle Lowry très vieillissant qui commence à être inquiétant et un Tyler Hero qui est toujours dans les rumeurs de trade, mais finalement ne part jamais de Miami. Et autour de ça, du coup, il va falloir construire un peu ce roster et espérer que des Nikola Jovic, par exemple, que le rookie qui a déjà 3 enfants, Chaim Rakez, je ne sais pas s'il a des enfants, c'est juste pour dire qu'il est très âgé. Je crois qu'il a 25 ans. Hein, non, il est pas si vieux que ça, Jamis Vasquez. J'ai 22, moi. Ouais, il a 22, je me suis trompé, pardon. J'ai dû faire un amalgame avec un autre rookie. Après, 22... Il a le physique. Il a le physique d'avoir 35 ans. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi. Et la moustache de Zorro, là, c'est tellement sexy. On adore. Mais néanmoins, il a déjà montré des choses intéressantes. Et avec Spoelstra, on ne sait jamais comment tu peux construire un roster. Néanmoins, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que là, c'est très limité, que ça risque d'être très compliqué. Il faudra peut-être laisser le temps. Peut-être que ça va finir par tourner. C'est une équipe qui... chaque année est très dépendante de ses pourcentages à 3 points également, que ce soit en saison régulière, en play-off. La très bonne saison régulière où ils terminent premiers, ils sont les premiers à 3 points. L'année dernière, ils sont pas bons en régulière à 3 points et ils sont au play-in et finalement, ils sont très bons en play-off à 3 points. Ils vont en finale NBA. C'est une équipe qui est ultra dépendante de son taux de réussite à 3 points. Est-ce que ça va être encore le cas cette année ou est-ce qu'on va essayer de réorganiser un peu tout ça. On tente des évolutions de jeu sur certains joueurs, sur Bam Adebayo, je pense, notamment pour qu'il y ait cette volonté de faire évoluer son jeu. Il y a beaucoup de questions, en fait. C'est difficile d'avoir toutes les réponses. On parle d'une équipe qui est finaliste NBA, mais pour lequel on n'a pas, je trouve, en tout cas, un optimisme énorme. Et je pense que ça risque d'être une saison compliquée. Néanmoins, quand on a un si bon coach et quand on a aussi, c'est ce dont je parlais dans le podcast Guillaume dans lequel j'étais invité, on a un joueur comme Jimmy Butler et un coach comme Eric Spoelstra qui élèvent tant leur niveau en play-off, tous les deux. J'ai envie de me dire que s'ils vont en play-off, de toute manière, ça sera toujours dangereux d'avoir le Miami Heat en face de soi, quoi qu'il arrive. Peu importe si vous êtes premier, quatrième et que eux sont huitième. Voilà. Ils élèvent leur niveau de jeu, mais encore faut-il qu'ils y aillent en play-off. Je pense que là aussi, il me semble que vous en aviez parlé dans un podcast de l'été, je sais plus lequel. Je crois qu'Amine, tu étais dedans. Tom, c'est sûr, était dedans avec Adrien. Je ne sais plus quel est exactement le podcast, mais qui disait que Pat Riley jouera un peu sa réputation, en tout cas beaucoup de choses avec le trade de Damian Lillard, c'est-à-dire que le Heat, on les a souvent vus dans des rumeurs dès qu'il y avait un All-Star un peu mécontent pour dire allez Bradley Beal, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard. En fait, ils ont tout loupé. Ils les ont tous loupés. Alors que il y en a certains qui se sont retrouvés disponibles. Bradley Beal a parlé du fait que lui se voyait déjà comme un joueur du Heat et finalement ça s'est pas fait. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà, c'est toujours très difficile à discerner. Toujours est-il que le Heat
a fait l'un des pires étés possibles et l'un des pires étés de mémoire récente parce qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panier Damien Lillard et en fait le panier Damien Lillard il s'est retrouvé du côté de Milwaukee. Il y a eu un problème, je pense au niveau de l'aéroport, les bagages ils se sont gourés de destination, du coup il s'est retrouvé dans le Wisconsin. Ouais, et effectivement tu perds Max Strus, tu perds Gabe Vincent. Alors tu parlais Amine, du fait que les joueurs quittaient l'écosystème du Heat. Gabe Vincent, faut déjà voir le torrent d'insultes qui se prend du côté des fans des Lakers. Ça a l'air d'être récurrent, hein, les Lakers, dès qu'ils insultent, enfin dès que ça va mal, faut insulter le joueur. Hein. Je pense qu'ils peuvent, Russell Westbrook peut en témoigner. Bref, on parlera pas des Lakers, mais oui, effectivement, le seul. Ils ont perdu Victor Oladipo aussi, qui n'était pas présent pour les playoffs, mais qui en régulière leur avait apporté de belles choses. Ils ont fait le seul move qu'ils ont fait de l'été, c'est qu'ils ont drafté James Vasquez Junior et qu'ils ont fait revenir Josh Richardson. Et ils ont prolongé Kevin Love. Et moi, il y a un point qui m'inquiète déjà, c'est que le Heat, il nous sort toujours des joueurs undrafted, mais Tyler Hero, il a 40 minutes de moyenne sur les 4 premiers matchs. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut durer toute la saison, les temps de jeu assez élevés de Tyler Hero. Je trouve qu'ils sont énormément limités sur leur profondeur de banc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très incertains, qui ont très peu de minutes en NBA. Kyle Lowry, comme tu l'as dit, malgré tout le QI basket qu'il peut avoir est vieillissant. Kevin Love, on est vraiment sur la pente, elle est même plus descendante là. C'est un cratère, la pente de Kevin Love au niveau de son physique, donc c'est très difficile. Je trouve que ouais, ça va en fait des joueurs meilleurs que le joueur moyen en NBA du côté du Heat, j'en vois 3 quoi. C'est Hero, c'est Butler et c'est Bam. Est-ce que ce sera suffisant pour t'emmener en 6e ou 7e place? Je suis pas sûr. Ouais, et puis les pertes de Gabe Vincent et Max Strus, si tu n'as rien fait à côté, c'est terrible parce que c'est des joueurs qui étaient hyper importants en playoff. Donc là, tu t'es vraiment affaibli et la magie Eric Spoelstra, oui, il sort tous les ans des joueurs de son chapeau. Mais là, quand je regarde l'effectif, je vois pas vraiment quel joueur il peut nous sortir, enfin, quel joueur va nous surprendre, que ça soit du Thomas Bryant, peut-être Nikola Jovic qui a quand même beaucoup de potentiel, mais R.J. Hampton, j'y crois pas trop. Je vois pas j'espère être surpris, mais je vois pas là dans l'effectif quel joueur il peut vraiment nous sortir de nulle part et nous dire bah vous voyez lui il va mettre 12 points par match alors que il ne fonctionnait pas dans les autres équipes. Ça me paraît limité cette année et c'est pour ça que le Heat, je suis très inquiet parce que ça s'est déjà qualifié à l'arrache l'année dernière. Après tu fais une très bonne saison une très bonne campagne de playoff, mais il faut pas oublier que tu te qualifies à l'arrache en allant play-in. Si l'équipe s'affaiblit, si tu loupes le play-in, c'est quand même terrible. Alors autant je suis d'accord avec vous, il y a de quoi être inquiet, autant je vous trouve quand même un peu dur. On a parlé d'une conférence Est qui n'est pas non plus une conférence qui fait avec des équipes beaucoup plus. Il y a des équipes qu'on voit facilement moins bonnes que ce Heat bancal. C'est ça que je veux dire déjà. Donc je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça pour le Heat d'accéder au moins au play-in et avec quand même, comme tu l'as dit, Constant, tu as peut-être 3 joueurs et en fonction justement de l'utilisation et parce que Gabin, tu dis, je ne vois pas quel joueur peut émerger dans les joueurs qui sont là, mais c'est tout le jeu justement avec le Heat, c'est qu'on ne sait pas avant. Gabe Vincent et Max Strus, on ne le savait pas. Duncan Robinson, on ne le savait pas. Le truc, c'est que Spoelstra a un tel niveau coaching qu'il arrive à utiliser de la manière la plus efficace des joueurs qui ne sont pas forcément beaucoup plus forts que ce qu'on croit. Pour l'instant, Duncan Robinson n'a pas quitté le Heat, mais j'aurais très peur de le voir ailleurs justement qu'au Heat, par exemple, un profil de shooter comme ça. Et avec Spoelstra, c'est un mec qui joue en playoff, alors que c'est un vrai problème en défense. Donc, tout ça, c'est un peu du basket fiction qu'on n'a pas encore. Alors, ce qu'on a vu pour l'instant est assez inquiétant. Néanmoins, tu as 2 joueurs du DH20, tout de même, c'est pas à oublier. Et tu as un super coach. Donc, moi, je suis moins inquiet que vous. Je pense que le Miami Heat a suffisamment d'armes pour aller en playoff. Ça risque de mettre du temps à se mettre en place. Il va peut-être falloir repasser par des trades un peu plus à la marge pour te permettre d'avoir un peu plus de profondeur. Mais je pense que là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas rester dans cette situation un petit peu bancale avec laquelle ils ne savent pas vraiment quelle est leur rotation. Et comme tu dis, Constant, avec beaucoup de minutes sur leurs principaux joueurs. Donc moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Je pense que ça peut se relever. Et à partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc, c'est qu'à partir du moment où ils sont au playoff,
là, ça commence à être une autre affaire dont tu ne peux pas prévoir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être extraordinaires comme à chaque fois en playoff. Ils l'ont pas toujours été. L'année où ils finissent premiers, ils sont pas bons en playoff, par exemple. Donc enfin Perdant 7 contre Boston quand même. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt l'année d'avant où c'est l'année d'avant. Où ils se font démonter par les Bucks. C'est ça. Ils sont c'est l'année d'avant. Oui. J'ai confondu. Et du coup, en fait, tu sais pas trop quoi t'attendre avec ce hit. Et il faut juste un peu wait and see. Et comme je l'ai dit, tu sais pas si Nikola Jovic, par exemple, c'est un exemple, peut être un joueur bien utilisé en NBA. Il a des qualités, tu vois. C'est un joueur qui a des qualités. On a vu que Caleb Martin, on l'a pas cité parmi les joueurs qui peuvent s'intégrer dans un roster NBA. C'est un joueur qui peut starter en NBA aujourd'hui s'il est bien utilisé. Maintenant, c'est des joueurs qui restent avec des interrogations, mais néanmoins, je pense que ça doit aller en playoff sans problème, normalement, Miami, malgré tous les problèmes. Je pense qu'il y a une probabilité qu'il passe par le play-in. Assez élevé même qu'il passe par le play-in. Alors après, sur un match, oui, ça, on est d'accord. Mais on a dit qu'en playoff, ils étaient très dangereux. Ils étaient très dangereux parce que des gars comme Max Strus, comme Game Vinson mettaient tout dedans à 3 points. Ces joueurs-là ne sont plus présents. Alors, ils ont Spoelstra a l'air de beaucoup aimer Orlando Robinson, qui était déjà là l'an dernier. On va voir si ces joueurs vont pouvoir prendre le relais au moment d'aller en playoff. Je pense pas qu'ils louperont les playoffs, mais je pense vraiment qu'ils devront passer par le play-in et que les joueurs qui étaient très forts l'an dernier et qui ont disparu sur la finale, notamment contre les Nuggets, c'est pour ça qu'ils étaient si loin, ils sont plus là. Très bien. On va pouvoir passer à une autre équipe. Est-ce que c'est une équipe de play-off à l'Est? On parle d'un Est qui est dont le niveau médian n'est pas très élevé. On va parler des Hawks. Et on va rester avec toi, Constant. La question qui a été choisie, c'est après avoir changé GM et coach, est-ce la dernière saison avant que Trae Young ne soit remis en question? Ça dépend par qui. C'est vraiment, on pose la question à moi sur Trae Young. En plus, c'est quand on connaît mon niveau d'appréciation de Trae Young. Non, l'an dernier, il fallait sortir un petit peu. Enfin, on a vu des comptes des fans des Hawks un peu nous critiquer lorsqu'on disait que Trae Young tirait moins bien que la moyenne NBA. Bon, le début de saison de Trae Young, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que il y a un moment aussi où il faut se poser la question au bout de 5 ans, le lob pour Capella, les défenses ont compris. C'est-à-dire que t'as capté à un moment. Il faut faire autre chose. Trae Young, en fait, il rate tout ce qui est simple sur ce début de saison. C'est-à-dire, il loupe des trucs près du panier, tu te demandes comment il peut louper ça, et il réussit ses pull-ups à 10 mètres. Donc, il y a un moment où il faut peut-être se remettre dans le bon sens. Les Hawks, je l'ai dit en off, c'est l'équipe la plus imprévisible sur ce début de saison. C'est-à-dire que ils prennent une tollée contre les... Non, ils prennent pas une tollée, mais ils perdent contre les Knicks. Ils prennent une tollée contre... je sais plus quelle équipe, les Pacers. Non, je ne sais plus. Il y a un match qu'ils perdent où ils prennent une bonne raclée pour ensuite te taper Milwaukee en lockdown Damian Lillard. Voilà, la défense extérieure des Hawks, lockdown Damian Lillard. Ça, il fallait quand même mettre 2-3 pesos pour y croire et pour oser le dire. Et ensuite, ils te battent les Wolves, qui est un match où ils sont imprévisibles eux-mêmes entre le match. C'est-à-dire qu'ils sont à moins 17, mais en même temps, ils rencontrent une équipe qui est tout aussi imprévisible avec les Wolves. Les Wolves qui mettent quand même 75 points en première mi-temps pour en mettre moins de 40 sur la seconde mi-temps. Avec un gigantesque DeJounte Murray. Donc, les Hawks, ouais, c'est une équipe qui, pour moi, va se qualifier directement en play-off de par la conférence Est. Mais il y a effectivement beaucoup de problèmes sur Trae Young, c'est qu'on arrive sur un plafond, cette équipe. C'était déjà le cas il y a 2 ans, c'était le cas l'an dernier. Sans trop se projeter sur les play-offs, j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire mieux que le maximum qu'ils ont fait, à savoir 2021. Ça va être très difficile, voire impossible de reproduire ce qui a été fait. Donc oui, il y a des questions qui vont se soulever sur Trae Young. C'est un effectif qui, selon moi, est moins bon que l'an dernier, avec le départ de John Collins, Jalen Johnson qui montre de belles choses quand même, et ça, pour le coup, beaucoup de gens l'avaient prédit, il montre de belles choses, mais même un joueur comme DeAndre Hunter, je trouve qu'il y a des questions à se poser aussi sur DeAndre Hunter. Je trouve que Clint Capella, il y a un moment où il faut se poser des questions. T'as prolongé Onyeka Okongwu, est-ce que c'est pas le moment aussi de privilégier un peu Okongwu et de reléguer un petit peu Capella et de miser un peu plus sur du long terme? Il y a eu la prolongation de DeJounte Murray durant l'été. C'est une équipe qui est complètement imprévisible, moi je trouve, ces Hawks, assez peu... en fait, ils sont faciles à lire sur leur plancher, mais les victoires contre les équipes, c'est difficile à prévoir. C'est-à-dire que tu sais combien de matchs ils vont gagner, mais tu sais pas contre quelles équipes ils vont gagner ou contre quelles équipes ils vont perdre. Ouais, donc c'est l'année de Triangle. Après, je vais peut-être me faire taper dessus par les fans des Hawks, mais j'ai jamais vu
une fanbase dire si Trae Young est disponible, je veux le récupérer. Et je suis peut-être un. Ah, mais comme. Alors, c'est un joueur, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait le DH20, mais je trouve que parmi ces joueurs de la QV 2020, lui et la Melo Ball sont des joueurs qui ont atteint des planchers, en tout cas des plafonds très hauts très vite, et qui sont en train de stagner, voire de régresser au fur et à mesure que les années arrivent. Avant de te lancer, Gabin, j'aimerais revenir juste là-dessus. J'ai l'impression un peu que le problème autour de Trae Young, c'est que si tu veux Trae Young, tu es obligé de jouer un basket héliocentré autour de lui, mais que le basket héliocentré autour de Trae Young t'apporte un plafond qui n'est pas assez élevé en fait. Donc quelque part, il est bloqué par son propre profil. C'est un joueur intéressant, hein. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un excellent playmaker. Il a des défauts. On en a déjà parlé beaucoup de fois. Il se fait cibler en défense. Il prend trop de shoot casse-croûte à 3 points. Son accès au cercle s'est réduit tout de même ces dernières années. Donc, il y a pas mal de défauts. Néanmoins, c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur sur lequel tu peux construire une équipe compétitive. Compétitive ne veut pas dire contender, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui Trae Young n'est pas un joueur qui est forcément souhaité pour construire ton projet autour. Néanmoins, par exemple, à Philadelphie aujourd'hui, si tu me rajoutes Trae Young pour faire le playmaking qu'on n'a pas, je serais quand même content, par exemple, tu vois. En fait, mais... le truc, non mais c'était pas méchant. Enfin, Trae Young, c'est un joueur que les fans des Hawks ne se méprennent pas. Je vais y arriver. Je dis pas que Trae Young est nul, hein. C'est un joueur extrêmement fort, mais qui a beaucoup de défauts et qui, en plus des défauts qu'on connaissait déjà les précédentes années, à savoir la défense et le fait que le jeu off-ball n'existe pas, malgré le fait que les Hawks avaient cette volonté de l'utiliser plus off-ball, ce qui n'est pas le cas, il est en train d'ajouter à ses défauts une inefficacité par rapport au reste de la ligue. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que si Trae Young devient et continue sur cette lancée de l'an dernier, à savoir de tirer à un pourcentage moins bon que le niveau moyen NBA, même si ses tirs sont casse-croûte, eh ben, ça commence à faire beaucoup de choses pour un joueur héliocentrique. C'est ça. Gabin, vas-y. Ouais, non, je pense que après, Trae Young a fait une saison nulle l'année dernière et je l'attends quand même à un meilleur niveau. Et dans ce cas-là, oui, Trae Young, c'est un profil compliqué, mais si il arrive à élever son niveau de jeu et avoir des pourcentages bons, et que du coup l'attaque repose sur lui, parce que le problème de Trae Young, c'est que l'attaque des Hawks, c'est lui. C'est-à-dire que tout fonctionne parce que Trae Young a ce profil. Mais donc si lui n'élève pas son niveau, je suis très inquiet pour l'équipe, mais j'attends quand même une remontée. Là, il y a eu des matchs compliqués, mais c'est que le début de saison. Maintenant, comme vous le dites, franchement, peu importe ce qu'ils font, c'est-à-dire que on sait que ça va aller en play-off et on sait que maximum ça passe un tour et encore. C'est le plafond pour moi est connu. Maintenant, sur la saison, c'est une équipe qui, si toi tu n'es pas préparé, c'est une équipe qui peut te casser la gueule quand même, peu importe qui tu es. C'est-à-dire que sur un bon soir, bah, l'attaque des Hawks peut enchaîner et battre n'importe qui. On l'a vu avec les Bucks. Donc, c'est quand même une équipe qui va être intéressante à avoir joué sur l'année, parce que comme tu l'as dit, Constant, on sait jamais en fait quand ils peuvent gagner ou perdre un match. Mais par contre, je vais pas dire que je suis dépressif sur eux, mais c'est-à-dire que j'en attends pas beaucoup. Je sais que ça va être play-off et maximum premier tour. Voilà. C'est un peu la nouvelle itération des Pacers sous Nate McMillan, quoi. C'est une équipe de régulière assez forte, 4, 5, 6e, et ça fait bouncer au premier tour. C'est intéressant que tu parles de Nate McMillan, parce que je voulais juste ajouter quelque chose là. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus, c'est que ma curiosité, même si elle n'est pas énorme, parce qu'on a l'impression de savoir quel est le joueur qui est Trae Young aujourd'hui, de ne pas avoir de surprise. Néanmoins, Quinn Snyder qui est arrivé au cours de la saison dernière, c'est la première fois, je pense, en tout cas à mon avis, qu'il a un vrai coach très bon créateur offensif, justement capable de créer des très beaux systèmes offensifs. Et j'ai cette curiosité de voir comment Trae Young, est-ce qu'il peut faire progresser Trae Young, de rentrer un peu plus dans des schémas et de ne pas être le schéma lui-même, parce que pour l'instant, l'attaque que propose Trae Young, c'est d'être lui-même le schéma, et donc de ne pas être cette caricature. Est-ce qu'avec un coach justement qui, pour pas faire injure à Nate McMillan, et à chaque fois j'oublie le nom de celui qui était juste avant, qui est coach de la Lloyd Pierce, de la draft de Trae Young, il n'a pas eu ce coach justement qui le met dans des systèmes. Il a plutôt eu des coachs qui étaient bien contents d'avoir Trae Young pour créer le système. Donc cette fois-ci avec Quinn Snyder, bon, ça fait déjà un petit moment que ça a commencé, on a envie de voir un peu plus quand même, et pourquoi pas d'avoir une version de Trae Young qui très bien utilisée pourrait peut-être
être supérieur. Tu vois, je pense que j'ai plus confiance quand même, mine de rien, aujourd'hui en Trae Young. Tu as parlé de la Melo Ball tout à l'heure, qu'en la Melo Ball. Je suis plus inquiet pour la Melo Ball que pour Trae Young. Oui, c'est-à-dire que je compare les deux en disant c'est des joueurs qui ont été très forts, très vite, et qui là sont un peu en train de stagner, voire de régresser. Mais à la différence près que Trae Young, dans sa carrière, a été un joueur du DH20 à un moment, ce qui n'est pas le cas de la Melo. Tout à fait. C'est toujours un joueur DH20, n'en déplaise aux rageux, mais... À son début de saison, c'est pas tellement DH20 Aïe, en aïe, tout cas. aïe. Donc, Ça me donne tellement tort. mais après, les Hawks, tu parlais du fait que c'était Gabin, que c'était une équipe qui pouvait te démonter sur un soir. Tu peux aussi démonter les Hawks sur un soir parce qu'ils prennent pas le match au sérieux. C'est que les Hawks, ouais, on va voir, mais Quinn Snyder, malgré toutes les qualités qu'il a pu avoir et tout ce qu'il a pu apporter du côté du Jazz, il a jamais réellement réussi à faire défendre son backcourt, donc en tout cas à faire défendre un joueur comme Donovan Mitchell. Il a jamais réellement réussi à faire exister Mitchell off ball, par exemple. C'est des problématiques qui reviennent pour Trae Young, alors que les qualités des joueurs entre Mitchell et Trae Young sont relativement différentes. On verra pour les Atlanta Hawks cette saison. On va passer à l'équipe suivante, une équipe dont on va dire du bien, je pense, aujourd'hui, même s'il y a toujours des petits problèmes. Gabin, je vais commencer par toi sur les Knicks, ces fameux Knicks qui nous ont montré de belles choses la saison dernière. Est-ce que c'est la bonne année pour remporter la division Atlantique, cette fameuse division dans laquelle on retrouve notamment les Toronto Raptors, notamment les Philadelphia Sixers? Est-ce que c'est la bonne année pour les Knicks? Bah, mine de rien, la division Atlantique a quand même un très bon niveau. Parce que on rigole en parlant des Nets, Raptors, Sixers, mais c'est quand même des bonnes équipes. Et pour Nets, Raptors, des équipes mid, mais il n'y a pas d'équipe mauvaise. Et je pense par exemple à la division de Miami. Ah ouais, où, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais à chaque fois, la division de Miami avec Charlotte, Washington, Atlanta, j'ai plus le 5e, je sais plus, mais... Non, si, Washington, ouais. Si, Washington. Orlando, voilà, Atlanta. Orlando, Atlanta, Charlotte, Washington, Miami. C'est vrai que la division du 8, à chaque fois, on en parle, mais c'est dur. À part Atlanta, ça vole pas très haut. Et du coup, comparé à celle-là, l'Atlantique a quand même de la gueule, même si t'as des équipes mid. Je pense que les Knicks ont leur carte à jouer. Si tu compares par exemple aux Sixers, Nets, Raptors, avec les problèmes des Sixers et le fait que Joel Embiid est quand même un joueur injury prone et que maintenant l'équipe va être de plus en plus dépendante à lui vu que Harden est parti. Les Nets, on n'est pas à l'abri d'une grosse reconstruction et sur le papier tout de suite, je mettrais quand même les Knicks devant. Et Raptors, c'est moins fort pour l'instant largement que New York. Par contre, le gros problème qui me fait dire qu'ils seront pas premiers de la division, il y a un petit là, effectivement. Il y a un petit problème. Voilà, les Boston Celtics. Et je suis allé regarder, ça fait 2 saisons qu'ils finissent premiers de la conférence Est. Moi, ça me semble très compliqué d'aller les déloger. La seule chance que tu as, c'est s'il y a un problème sur la rotation intérieure avec les blessures et que on remarque que la défense des Celtics sans Horford et Porzingis prend l'eau. Dans ce cas-là, peut-être que t'as ta chance. Mais il faudra aussi améliorer ta défense. L'attaque, je suis pas du tout inquiet. Maintenant, si les Knicks arrivent à devenir une meilleure défense et que du côté des Celtics, il y a des problèmes, parce que je les vois pas les prendre à la régulière, dans ce cas-là, ouais, tu peux être champion de division. Mais même avec ce problème des Celtics, honnêtement, c'est une équipe que je vois bien finir 4e ou 5e à l'Est sans passer par le play-in. Ouais, t'as dit quelque chose d'intéressant sur la défense. C'est le paradoxe de toute cette équipe la saison dernière qui était pas bonne en défense et qui était très bonne en attaque pour une équipe de Tom Thibodeau. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils ont une attaque hyper fonctionnelle et qui ne sera pas dépendante de certains joueurs et de leur efficacité qui est, comment dire, tangente et parfois différente d'une saison à l'autre. On pense à des joueurs qui sont parfois même au NBA. T'inquiète, j'arrive. Constant, vas-y, c'est à toi sur les Knicks. Non, mais tout time all NBA de Julius Randle, quoi. C'est dur. On fait la blague à chaque fois qu'on parle des Knicks, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que vraiment, les Knicks et les Celtics, Boston, on en a parlé dans l'épisode preview, il me semble que c'était le premier pour Boston. Mais ils ont vraiment la construction de roster complètement différente, à savoir que les Knicks sont l'un des meilleurs bancs NBA. Et Boston est, avec Denver, probablement, en tout cas sur ce début de saison, le meilleur 5 majeur NBA. Ce dont on pouvait se douter. Mais alors, par contre, le banc du côté de Boston, c'est compliqué. Hein.
Mais en même temps, le 5 majeur défonce tellement les autres 5 majeurs que t'as pas tant besoin que ça du banc, mais dès qu'il y aura une blessure, comme l'a dit Gabin, ça va être difficile et les blessures risquent d'arriver. Le problème de Scénic, c'est qu'ils étaient la 3e meilleure attaque de NBA l'an dernier avec du jeu d'ISO, avec très peu de jeu collectif. Est-ce qu'ils vont être capables et beaucoup de jeux sur rebond offensif aussi, est-ce qu'ils vont être capables de reproduire ce qu'ils ont pu produire l'an dernier? Je suis assez sceptique parce que pour moi, ça dépend beaucoup du niveau de Julius Randle. Et Julius Randle, j'ai l'impression qu'il est en train de nous refaire ce qu'il avait fait la première fois où il avait été All-NBA, à savoir il retombe dans ses travers. Le début de saison de Julius Randle est vraiment très mauvais. Dans les sélections de tir, c'est très mauvais. Il y a Jalen Brunson qui démarre doucement, mais qui lui, on va dire, ça me dérange moins parce qu'il loupe des trucs qu'il mettait l'an dernier. C'est-à-dire que c'est des bons tirs, ce qui est manqué par Jalen Brunson sur ce début de saison, alors que Julius Randle, il prend juste des tirs casse-croûte globalement. Il y a attention, hein. Et préparez-vous à ce que je dis. Il y a un bon début de saison d'RJ Barrett. Alors ça, j'aurais jamais cru. Jamais j'aurais cru dire un truc positif sur RJ Barrett, mais je trouve ça intéressant. Après, ils veulent toujours pas développer Quentin Grimes balle en main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez pas développer, ne le développez pas. Hein. Mais voilà, je trouve que les Knicks, globalement, dans cette division atlantique, pour répondre à la question initiale, non, il y a Boston qui pour moi est un ogre trop important pour remporter la division, mais ça peut être assez facilement la deuxième meilleure. Ouais, non, assez facilement non. Ça peut être ça peut être sur un concours de circonstances la deuxième équipe la mieux classée de la division, selon ce qui se passe du côté de Philadelphie et selon la continuité qui peut être établie. Donc pas grand chose à dire. Je pense que c'est une équipe qui, un peu comme les Kings de l'an dernier, qui se rejoignaient sur le côté surprise parce que beaucoup de circonstances favorables, ils se rejoignent sur le fait que leur été n'a pas été l'été où il y a eu beaucoup de changements et que ça va être à peu près la même régulière que l'an dernier. On espère. Je suis foncièrement, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, la deuxième place sera pas si facile que ça. Ça va dépendre de facteurs qui ne sont pas dépendants des Knicks. C'est-à-dire qu'une équipe de Philadelphie qui reste au complet à peu près toute la saison, normalement, moi, en tout cas personnellement, je pense que ça reste devant les Knicks actuellement, ne serait-ce que par la présence de Joel Embiid tout simplement dans l'effectif des Sixers, qui est un monstre de régulière lorsqu'il joue, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, oui, les Knicks aujourd'hui, avec t'en as parlé, Constance, qui est aujourd'hui très intéressant du côté des Knicks, c'est la belle profondeur qu'elle possède. Alors, c'est assez étrange pour une équipe coachée par Thibodeau d'avoir une aussi belle profondeur, mais néanmoins, jusqu'à maintenant, on n'est pas à l'abri de nos surprises avec Thibodeau, puisqu'il utilise cette profondeur tout de même de manière sérieuse. Donc, ils ont une profondeur très intéressante, que ce soit la rotation au poste 5, que ce soit sur le nombre de postes 2-3, un peu swingman, qu'on voit un peu dans cet effectif de qualité en plus. C'est-à-dire que c'est presque tous des potentiels starters NBA qui sont à ce poste-là. Donc, comme tu l'as dit, un bon début de saison de RJ Barrett. On n'est pas à l'abri d'une surprise et de enfin ce développement de RJ Barrett. Je trouve que la seule question repose un peu sur Julius Randle, qui est un peu bien que moi personnellement je préfère l'importance qu'a pris Jalen Brunson dans le roster. Julius Randle est par essence un peu ton numéro 1, ton joueur phare, et s'il est efficace, ton équipe est forte. Mais là, en l'occurrence, ça va dépendre de lui, et comme on sait que la plupart du temps, les joueurs qui sont efficaces et pas efficaces, c'est un match sur 2, ce genre de choses. Julius Randle, lui, il fait l'exploit de faire une saison sur 2. Il y a des saisons où il est super bon, super efficace, il y a des saisons où il ne l'est pas. Donc, espérons pour les Knicks que ce soit la fin de ça. Et malheureusement, le début de saison part dans le mauvais sens un petit peu. On a l'impression qu'il se remet des pressions, peut-être. Ça posera toujours la question de Julius Randle en playoff. Néanmoins, on a quand même ici un roster bien construit, qui a, en plus avec la plupart des joueurs des bons contrats, des possibilités de faire évoluer ça via des trades. Je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre que les New York Knicks, avec pas mal de pics de draft, avec pas mal de contrats intéressants à trader, vont finir se positionner, et je pense que je risque d'être concerné. Je risque d'être concerné, effectivement. Alors, plus ou moins tard, on verra, mais en tout cas, ça semble être presque écrit. Néanmoins, l'avenir est plutôt sympathique pour ces Knicks. Voilà, moi c'est juste là. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Le New York, on sait qu'ils vont faire une bonne régulière normalement, mais le problème c'est quoi? Que t'en as parlé rapidement, il manque ce joueur top 20 NBA et même top 10 si tu veux vraiment jouer quelque chose derrière. Parce que pour l'instant, ils font les playoffs, c'est super, mais ça manque de talent offensif énorme pour aller chercher, et du coup,
Philadelphie, je pense que là, les New York Knicks se frottent un peu les mains de voir la situation aux Sixers et se disent que Joel Embiid sur un transfert, c'est hyper intéressant à aller chercher. Même il y a des rumeurs sur Karl Anthony Towns, mais je pense que c'est ça la prochaine étape pour les Knicks. Ça fait moins rêver que... C'est moins intéressant à aller chercher, on va dire, effectivement. Mais il y a des rumeurs et je pense que c'est ça la suite logique de l'équipe, c'est d'aller chercher ce gros joueur qui va devenir ton go-to guy pour essayer de jouer les playoffs. Et pas juste y aller en figurant. Je fais ma petite théorie personnelle. Je pense que le problème pour que ce fameux trade d'Embiid aux Knicks arrive un jour ou l'autre, ça passera, je pense, par d'abord le départ principalement de Daryl Morey et peut-être même de Nick Nurse, parce qu'ils sont pas là pour ça tous les deux. Et c'est pour l'instant ce qui bloquera quoi qu'il arrive dans ce sens, à partir du moment où peut-être Joel Embiid demandera son trade, ça arrivera sûrement, je pense, à un moment donné. Peut-être qu'il y aura une escalade, mais en tout cas, tant qu'on est un peu dans cette situation-là, je pense que Daryl Morey fait tout son possible. Alors, je pense que c'est très compliqué et que ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, il fait tout son possible pour garder une équipe compétitive. Et du coup, je pense que ce n'est pas son but de poursuivre le travail de son élève de l'époque pour le tanking. Le pauvre, il doit enchaîner avec Ben Simmons qui voulait plus jouer et 2 ans après, il se tape Harden qui lui fait la même chose. Il a pas le job le plus facile de l'NBA, Daryl Morey. Après, si Harden part, c'est aussi parce que, on peut lire entre les lignes qu'est-ce qui a causé le mal-être. Hein. C'est même pas entre les lignes, hein, voilà, pour le coup. Il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, il l'a dit clairement, James Harden. Voilà, été 2022, vas-y James, prolonge, t'inquiète, dans un an, t'auras ton max. Un an plus tard. Alors en fait, non. Voilà, c'est pas dur. Mais effectivement, en dehors de James Harden, Daryl Morey a dû pas mal réparer des grossières erreurs qu'il a eues des managements précédents. Doc Rivers. Pas seulement. Elton Brand, je peux en citer plein. Faut qu'il récupère les bêtises. La première bêtise étant Doc Rivers. Après, oui, c'est surtout Elton Brand. On va passer à l'équipe suivante. Et l'équipe suivante m'a été assignée, mais c'est un petit peu particulier. C'est Memphis Grizzlies. Et comme vous le savez tous, on a un membre de l'équipe qui est un membre de la Grizzlies Nation, qui est Tom, tout simplement. L'un des meilleurs analystes de la NBA sur les podcasts, tout simplement. Donc, je lui ai demandé de me donner son avis pour que je puisse le retranscrire. Mais évidemment, Tom nous a fait un long monologue. Et du coup, comme j'ai pas de meilleure solution, je vais vous la lire. Je pense que, vu que ce sera du miel pour les oreilles, ce ne sera pas un problème que je vous lise l'avis de Tom sur les Grizzlies. Donc Memphis a choisi cet été de passer d'une construction avec Ja Morant à une construction autour de Ja Morant. On comprend la nuance. Par conséquent, l'équipe fait moins sens sans lui, forcément, et toutes les absences se font ressentir. En l'état, l'équipe a perdu en guard play pour la saison régulière, sans Jones, et a déséquilibré son banc. La construction de base du banc était orientée sur le playmaking défensif, génération de paniers faciles et de transition. Sur demi-terrain, le banc s'appuyait sur du pick and roll, du one-two punch constant Jones, Clark et la banque et le volcan. Excusez-moi, il nous a mis des petits... Et doit donc désormais s'appuyer sur drive and kick de Derrick Rose et des tirs de loin de joueurs pièces en l'air et un constant, entre parenthèses, donc Roddy, Conchar, Laravia, Williams. La blessure d'Adams est également un réel problème, car elle fait passer Memphis d'une équipe élite au rebond à une équipe dont le rebond est une faiblesse. Pire, des joueurs qui ont changé de rôle en l'absence de Ja se retrouvent avec de nouvelles responsabilités offensives, Smart, Rose, Bane. Défensive également, Tillman, Williams, Jackson sur le dos. La saison régulière, bien qu'importante, semble avoir été mise de côté par le front office, qui a certainement plus confiance en ses derniers choix de draft que les observateurs de la Grande Ligue. Une chose est certaine, c'est la première saison de pression après avoir gagné plus de 50 matchs, les 2 dernières saisons. L'équipe qui commence la saison sera bien différente de celle qui la finira pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que ça va être difficile d'ajouter beaucoup de choses à ça parce que Tom nous a fait un constat très complet. Mais néanmoins, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse enchaîner. Je pense que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, comme l'a mentionné Tom, tu abandonnes ta saison régulière parce que on sait que Ja Morant revient en décembre et que Steven Adams ne va pas jouer du tout. Tu te concentres sur la draft pour 1 an. C'est ce que les Warriors avaient fait finalement. Bon, finalement, ça n'a pas marché d'aller chercher James Wiseman. Mais tu peux en profiter ou faire une année de transition et peut-être aller chercher un haut choix de draft. Ou est-ce que tu essayes d'aller chercher un pivot pour bricoler un poste 5 et
et essayer de reprendre du niveau quand Moraine va revenir. C'est ça surtout la question qu'on doit se poser. Moi, je suis plutôt d'avis que ça peut être intéressant de faire une année de transition vu que de toute façon l'équipe comme ça, même avec le retour de Ja Morant, je suis assez pessimiste sur les performances en playoff vu que Steven Adams était hyper important et c'est rare un profil comme lui de bon défenseur et surtout rebondeur offensif, c'est un des tout meilleurs de la ligue. Donc ça peut être pas mal en fait de faire une année de transition, tu développes tes joueurs et puis tant pis, on verra l'année prochaine. Moi, je pense que vous parlez déjà de playoff. Je suis pas rassuré en fait pour les Memphis Grizzlies que ça aille en playoff. La seule question que moi j'avais posée, c'était selon moi, avec les blessures et la suspension de Jazz, c'est l'équipe qui va connaître la plus grosse régression, en tout cas de la conférence Ouest. Mais jusqu'où? Parce que là, s'ils sont en 0-4, alors il n'y a rien de honteux dans leur défaite, hormis celle contre Washington. Tu perds contre Dallas, tu perds contre Denver, le dernier qu'ils ont paumé, je sais plus. Il manque toujours une équipe là, que ce soit sur les Hawks ou sur les Grizzlies, il manque toujours une équipe. Bref, il y a que la défaite contre Washington qui est vraiment dégueu. Mais le problème, c'est que si ils prennent du retard sur les 25 premiers matchs, va falloir rattraper ce retard et les autres équipes de la conférence Ouest n'ont pas l'air décidées à les attendre. Donc, je suis un peu sceptique sur cette équipe. Je suis pas forcément d'accord avec Tom sur le fait que les Grizzlies, c'est la première saison avec de la pression. Selon moi, l'an dernier, tu avais quand même un minimum de pression parce que élimination dans des circonstances de blessure face aux Warriors. Mais voilà. Moi, j'aime pas du tout leur été, j'en ai déjà parlé, mais le départ d'un joueur comme Tyus Jones que tu penses remplacer par Derrick Rose, bah, tu vois la différence en fait de qualité, surtout avec la suspension de Jazz. C'est-à-dire que tout ce qui fait que les Grizzlies, pour l'instant, sur ce début de saison, selon moi, sont en danger de se qualifier pour les playoffs. Alors, je dis pas qu'ils vont être 11e, ce fameux 11e spot qui est la place du con, qui a l'air de se dessiner dans une conférence S où il y a vraiment 11 équipes qui peuvent prétendre à une qualification en playoff. Et je pense qu'ils peuvent se retrouver en play-in. Et en fait, toute cette accumulation et cette régression vient d'une accumulation d'événements qui est dans le fond, pas gérable par les Grizzlies. C'est-à-dire qu'il y a la suspension de Ja Morant. Il y a Brandon Clark qui va être absent jusqu'à minimum février, voire mars, parce qu'il s'est blessé l'an dernier. De toute façon, les joueurs qui se blessent un an en janvier, c'est les pires situations parce que ça te défonce la saison actuelle et celle d'après. Donc, c'est les pires cas de figure, notamment les fans des Nuggets peuvent en témoigner avec Jamal Murray. Il y a la blessure de Steven Adams, qui est vraiment le gros coup de massue. Parce que Steven Adams était déjà absent l'an dernier, ça avait déjà pesé pas mal sur les performances des Grizzlies, notamment en playoff. Et là, on se dit, Steven Adams va revenir, il a eu son traitement, tout va bien se passer. En fait, 2 jours avant le début de la régulière, tu apprends qu'il est out toute la saison. Donc c'est ensuite un nouveau coup de massue. Donc ils sont obligés de s'adapter en mettant du Jaren Jackson Jr. en 5 et du Xavier Tillman, du Santi Aldama en sortie de banc. Et avec la suspension de Jazz, ça fait beaucoup de points qui font que ils sont à un début de saison qui est difficile. Et ouais, je pense que ces Grizzlies, effectivement, la perte de Tyus Jones, plus la suspension de Ja, plus les blessures, ça fait beaucoup de facteurs défavorables et que ça peut peser sur eux et qu'ils peuvent prendre beaucoup de retard à l'allumage avant le retour de Ja. Ouais, je pense que ça risque effectivement d'être très compliqué. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui font que ce roster des Grizzlies, si tu nous dis qu'il est au complet, effectivement, on parle pas de la même manière des Grizzlies que de ce dont on a parlé là maintenant. Même s'il y a effectivement des erreurs qui ont été faites, mais à un moment donné, est-ce que aussi ce n'est pas une question de payroll, que tu ne peux pas augmenter à un certain niveau, que tu ne conserves pas Tyus Jones par exemple? Je suis pas sûr que c'était le souhait clair des Grizzlies, mais peut-être des choses que tu es un peu obligé de faire des choix. Effectivement, après tu fais aussi des choix en gardant d'autres joueurs ou en faisant des choix sur les jeunes justement. L'année dernière, déjà, ces choix avaient été faits. Ils perdent la saison dernière d'Anthony Melton, Kyle Anderson, qui étaient 2 joueurs très importants des Grizzlies. Et la saison avait été plutôt bonne et on a envie de leur donner le bénéfice du doute sur les choix qu'ils font. Néanmoins, cette saison, tu perds toute ta rotation intérieure, tu passes une bonne partie, toute la première partie de saison sans ton meneur et ton franchise player. Je vois pas comment ça peut ne pas être compliqué finalement. C'est difficile avec juste Desmond Bane et Jaren Jackson de faire tourner une équipe complètement dans une conférence Ouest. On a beaucoup parlé de la conférence Est, dans une conférence Ouest dont le niveau est un peu supérieur justement aussi. Donc tout ça un petit peu, c'est la fatalité. Est-ce que ça va être une saison de transition? Probablement,
Néanmoins, à un moment donné, peut-être qu'il y aura aussi des nouveaux trades, on ne sait pas. Ça risque d'être compliqué de faire toute la saison avec Xavier Tillman comme premier pivot. Donc je ne sais pas comment ça va se faire ensuite. Il y a des motifs un peu de satisfaction. On voit enfin un peu de progression du côté de Ziaire Williams, par exemple, qui est un vrai projet pour les Grizzlies et qui est un projet important parce que c'est le poste d'ailier où ils ont des difficultés jusqu'à maintenant. C'était occupé par Dillon Brooks et ils ont besoin de quelqu'un qui occupe ce poste à long terme. Donc c'est beaucoup de questions, beaucoup plus de questions finalement qu'on aurait dû se poser vu l'état d'avancement du projet Grizzlies. Mais néanmoins, les facteurs extérieurs et parfois intérieurs ont fait que tu es obligé de te poser cette saison et peut-être que ce sera pour le mieux au plus tard. Mais en tout cas, cette saison risque d'être compliquée. Ziaire Williams, qui est le deuxième joueur drafté le plus haut par les Grizzlies, après Ja Morant d'ailleurs. Et ça m'amène sur mon point, c'est qu'avec la blessure de Ja, en fait, ils payent leur choix de draft de prendre beaucoup de joueurs finisseurs, mais quand tu n'as plus ce créateur, en fait, les joueurs finisseurs sont pas capables de prendre le relais. Donc les David Roddy, les Santi Aldama, les Xavier Tillman, c'est des joueurs qui ne peuvent pas prendre le relais de Ja. Et un joueur comme Tyus Jones, qui prenait le relais de Ja lorsqu'il était absent ou lorsqu'il était moins bon, n'est plus là non plus. Donc ça fait beaucoup de facteurs. En fait, je pense que les Grizzlies, il y a la blessure de Steven Adams qui est impactante, mais ils se sont dit, sur les 25 premiers matchs, le trio Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart sera suffisant pour compenser la suspension de Ja Morant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et cette équipe des Grizzlies, même si Desmond Bane fait plutôt un début de saison, manque cruellement de playmaking, malgré Marcus Smart. Et je trouve que sans trop lui taper dessus, même défensivement, je suis pas emballé par ce que propose Marcus Smart sur ce début de saison, et tu sens que tu as besoin que les deux soient sur le parquet pour que Memphis soit une bonne équipe. Ouais, c'est ça. Affaire à suivre, en fait. On verra dans 25 matchs au retour de Ja. Je pense que l'équipe sera totalement différente, mais moi, j'ai peur que ça soit déjà trop tard. Vous avez parlé du niveau de la Conf Ouest. Si t'es à l'Est, tu peux aller chercher ta place en playoff, même en passant par le play-in. Si t'es à l'Ouest, je crois que je me suis trompé, mais si, justement, t'es à l'Ouest, ouais, les 10 autres équipes, que ça soit, je pense aux Mavericks, Thunder, genre d'équipes qu'on mettait un peu dans le même panier, eux, ils auront pris de l'avance. Donc pour moi, c'est déjà cuit, en fait. 25 matchs sacrifiés dans une saison, c'est trop compliqué à remonter. Ce sera cuit quand tu auras le bilan. Il n'y a pas encore 25. Voilà. Ouais, voilà. Il n'y a pas encore 25 matchs de sacrifiés. Ça commence très mal, mais ouais. On va attendre de voir. Néanmoins, c'est déjà un indice aussi pour ceux qui doutaient de l'importance de Ja Morant, quand même. Tiens, les ratings de Ja Morant. Je comprends pas. Les ratings de Ja Morant et surtout, ce qu'il permet justement aux autres joueurs qui sont adorés dans ce roster, que j'aime beaucoup aussi, Jaren Jackson ou Desmond Bane. Néanmoins, le moteur de cette équipe, il s'appelle Ja Morant et c'est un sacré joueur et forcément son absence manque cruellement à ces Grizzlies. On va passer à la dernière équipe. La dernière équipe, est-ce que c'est pas le grand favori de la NBA? Peut-être pas chez certains en tout cas. On va parler des Milwaukee Bucks, l'équipe qui a acquis Damian Lillard cet été. Et la question qui a été retenue, elle est pour toi, Constant. Les problèmes de profondeur, au poste 1 notamment, peuvent-ils impacter la saison régulière au détriment de l'objectif playoff? C'est une bonne question dont je n'ai pas forcément la réponse. Je trouve que en fait, c'est comme les Celtics, ils ont un 5 majeur qui est tellement fort que leur problème de rotation... En fait, j'en avais parlé lorsqu'on avait fait le post-mortem sur les Bucks, ils ont dû reconstruire tout leur banc. Parce que tout leur banc est parti à la free agency lors de la free agency, donc en juillet. Il y avait Jevon Carter en sortie de banc. Là, ils sont obligés de s'adapter avec ce qu'ils ont, avec du Cameron Payne, en tout cas pour le poste 1, avec du Cameron Payne. Ils donnent pas mal de minutes là, à Marjon Beauchamp sur le début de saison. Donc c'est difficile, mais ils sont un peu comme Boston en fait, dans une situation où leur 5 majeur est tellement fort et sur le poste 1, ils ont tellement un alpha qui loupe, quand c'est pas des saisons de tanking, qui loupe peu de matchs, que pour moi, en fait, même si la problématique, ça rejoint un peu la deuxième question, je crois, qui a été sélectionnée, c'est que même si tu venais avoir, je sais pas, Cameron Payne starter, le reste de ton 5 majeur est tellement dominant que tu peux démonter des équipes avec Damian Lillard qui est absent. Après, pour le remplaçant du remplaçant, ça va commencer à devenir compliqué. Mais tu peux t'adapter dans d'autres cas de figure. Donc, je pense que les Bucks, non, pour moi, leur profondeur au poste 1 va pas leur poser de problème au niveau de la saison régulière. Mais la santé d'autres joueurs, potentiellement, peut leur poser des problèmes sur cette rotation, et voire même en plus. Ouais, je pense que tu parles
Chris Middleton sur la santé, ouais, forcément. Mais moi, j'aurais tendance à nuancer ce problème parce que l'arrivée de Lillard lui fait un bien fou, je pense. C'est-à-dire que même s'il est blessé, bon, bah, avec un duo Lillard-Giannis, t'es censé quand même gagner la plupart de tes matchs. Et après, quand les trois seront là, bah, Middleton, on sait que c'est un peu un joueur inconstant, mais là, le fait de devenir la troisième option offensive de l'équipe, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que je pense qu'on va le libérer un peu de la pression qu'il avait et ça peut être un tout autre joueur beaucoup plus efficace. Donc très hâte de voir ça et ouais, comme toi, Constant, je suis pas vraiment inquiet sur la régulière des Bucks. Pour moi, ça va dérouler parce que t'as Damian Lillard dont l'année dernière c'était un monstre de saison régulière, même si les Blazers n'ont pas eu les résultats collectifs de son niveau. Mais entre lui et Giannis qui se battaient aussi pour le MVP, t'as vraiment deux joueurs de régulière et sans trop de problèmes, ça devrait atteindre la première ou deuxième place. Et puis les Bucks ont jamais été nuls en régulière. Ouais, en plus. Ouais. Oui, concernant Chris Middleton, plus inquiétude par rapport à la santé, c'est plus inquiétude par rapport à son réel niveau en 2023 depuis sa blessure. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'il ne retrouve jamais le niveau qu'on a connu avant. Un sacré joueur quand même, Chris Middleton, mine de rien, lieutenant champion NBA et important dans ces playoffs que les Bucks gagnent au final. Et c'est plus le niveau réel aujourd'hui de Chris Middleton après cette blessure qui a été difficile depuis. On l'a pas revu à un niveau d'excellence et on l'a vu même en difficulté beaucoup. Donc j'espère pouvoir revoir un bon Chris Middleton. Néanmoins, je pense pas que c'est le problème principal. On a parlé de santé, effectivement, je pense que la santé va être importante, la santé à l'intérieur notamment, un Brook Lopez très âgé qui est encore plus important aujourd'hui pour la défense de Milwaukee, vu que le premier rideau a changé et qu'il ne dispose plus d'un des meilleurs joueurs de premier rideau de la ligue, à savoir Jrue Holiday, et d'un joueur pas très bon premier rideau qui est Damian Lillard. La perte de Grayson Allen aussi, qui était important dans le collectif au niveau défensif. Aujourd'hui, néanmoins, là, on est en train de chipoter un petit peu. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on a un effectif et on a aussi par rapport à la question sur la profondeur avec Lillard, c'est-à-dire, Constant l'a dit, on a un 5 qui est tellement fort que la profondeur est moins un problème. Elle est un problème si tu as des problèmes justement de santé. Donc en fait, ça revient à poser les deux mêmes questions. La profondeur n'est pas un problème, sauf si tu as des problèmes de santé. Maintenant, c'est un effectif aussi âgé. Ça, c'est tout de même à souligner. On a parlé des Clippers dans les équipes de vieux tout à l'heure. On est sur des Bucks qui sont aussi une équipe avec beaucoup de joueurs âgés et qui tentent un run. Maintenant, le run, on a envie d'être plus positif dans le sens où même si Lillard a eu quelques problèmes de santé récemment, que Giannis en a eu aussi quelques-uns, on est quand même sur des joueurs moins injury prone et qui sont capables de faire des longues saisons de manière générale. Et ça, je pense que la saison régulière ne sera pas un gros problème, surtout dans cet Est, on va en revenir là-dessus. Et en plus, je pense que tu peux même économiser un petit peu justement tes alphas. Tu en as deux aujourd'hui, en utilisant qu'un seul des deux, pas la plupart du temps, mais de temps en temps pour pouvoir reposer l'autre et continuer à gagner des matchs. Donc, je suis pas particulièrement inquiet par la profondeur. Alors vraiment le Far West et le Désest ou un truc comme ça, mais c'est terrible. Le désester, mais ouais, là c'est dur quoi, c'est dur. Surtout qu'à l'Ouest il y a des équipes que potentiellement on pensait plus bas qui se retrouvent meilleures. Je pense notamment aux Pels et aux Mavs. Mais après oui, pour revenir sur la sortie de Middleton, comme tu l'as dit, Amine, c'est en fait pour moi son niveau sa baisse de niveau provient de sa santé. Enfin les deux sont corrélés en tout cas, parce que Chris Middleton, faut quand même pas oublier que quatrième quart-temps des playoffs 2021, Chris Middleton c'était quelque chose. C'était même, sans faire injure, en tout cas il était un très bon lieutenant derrière Giannis dans ces moments très importants où il fallait mettre des gros tirs. Et je trouve que si jamais tu venais à perdre un joueur comme Chris Middleton, tu perds des solutions, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que Chris Middleton, c'est un bon défenseur aussi, il faut pas le négliger. Il y a Jay Crowder qui, sur ce début de saison, s'est révélé plus utile en 4 matchs que les 25 qu'il a joué au moment où il a été récupéré l'an dernier. Il y a le cas de Brook Lopez qui est un joueur qui a eu des soucis de blessure, notamment l'an dernier. On va voir ce que ça va donner cette année, mais effectivement, comme tu l'as dit, Amine, qui est un joueur qui est en tout cas vieillissant, qui a de la bouteille en NBA et qui arrive sur un âge qui est bien ancré dans sa trentaine. Donc ça fait beaucoup d'interrogations. Je pense que
si jamais il y a un titulaire qui venait à manquer, que ce soit Lillard ou que ce soit Chris Middleton dans des degrés moindres, les Bucks pourraient continuer à dérouler. Même si tu venais à avoir Giannis qui loupait quelques matchs, le fait de conserver Lillard, Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis, Malik Beasley, que je trouve pas inintéressant dans ce système. Pat Connaughton, tout à fait. Mais Pat Connaughton, il met pas dedans, il met plus dedans à 3 points, donc c'est la problématique. Même avec l'absence de Giannis, il pourrait se débrouiller. Si tu commences à avoir, par exemple, Brook Lopez et Chris Middleton qui loupent des matchs, ils n'ont pas la profondeur nécessaire pour réellement combler. Contrairement, par exemple, alors évidemment, les Nuggets, si Michael Porter Jr. et KCP sont pas là, ça va être impactant, mais ils peuvent un peu plus se dépatouiller dans ce système-là que réellement les Bucks. Ouais, je pense qu'on peut ajouter un petit problème du côté des Bucks qu'on peut voir poindre un petit peu, c'est le coaching. Adrian Griffin, je parle pas du coaching en soi, pas spécialement en tout cas, mais on voit déjà poindre un entraîneur qui a du mal peut-être déjà à un player's imposer, coach, voilà, un player's coach, et aussi un player's coach apparemment, selon certaines rumeurs, se vexerait facilement aussi, parce que contrairement à ce qu'on a pu croire, ce n'est pas du fait de Damian Lillard qui a connu Terry Stotts, le départ de Terry Stotts, mais plutôt du fait de Adrian Griffin. Donc voilà, on n'a pas trop de réponses pour l'instant, mais on a un a priori peut-être pour certains qui sont au courant des faits de justice assez négatifs sur Adrian Griffin. Néanmoins, on est un peu en wait and see avec un a priori négatif, comme je l'ai dit. On va voir, mais c'était peut-être Bud qui a attendu toutes ces années ce magnifique roster, même s'il en a mené un jusqu'au titre. Parce que c'était pas l'année où il fallait continuer un petit peu, mais j'ai l'impression que Bud aussi en avait un peu marre aussi. Donc, tout ça est un petit peu normal, mais est-ce que Adrian Griffin était le meilleur choix ? C'est une question qui, pour l'instant, est sans réponse. C'est une réponse qu'on aura en mai, quoi. Apparemment, pour Terry Stotts, c'est vraiment une embrouille entre les deux, quoi. Ouais. C'est un problème humain. Après, c'est un coach rookie, donc c'est vrai que ça reste à voir son coaching, ce que ça va donner. Mais en partie Terry Stotts, ouais, je suis très inquiet. Non, mais c'est pas le premier problème humain d'Adrian Griffin. C'est ça. En plus. Mais je trouvais ça sympa d'avoir Terry Stotts pour jouer dans un effectif où il y a Lillard que tu as déjà eu en coach principal. C'était bien pour aiguiller des systèmes de jeu. Là, son départ, c'est plus impactant que on peut le penser, je trouve. Et après, pour finir, je sais pas c'est quoi le problème avec les Raptors, qu'on a tapé dessus, et on a tapé sur ceux qui sont partis, donc Fred VanVleet, Kyle Lowry, Adrian Griffin. On prend très très cher aujourd'hui. C'est vrai qu'il était assistant aux Raptors, Adrian Griffin. Je l'avais presque oublié, du coup je comprenais pas pourquoi tu parlais des Raptors. Il me semble qu'il a été assistant au KC aussi, je crois. Non, c'est Darko qui était assistant au KC. Exactement. Et Adrian Griffin, Schroeder, du coup. Ouais, et Adrian Griffin était dans la shortlist des coachs du Thunder au moment où Mark Daigneault a été engagé. Oh, Sam Presti a pas trop fait le mauvais choix pour le coup. Mais non, mais après je trouve que les Bucks, en fait, ça fait partie de ces rares équipes. Peut-être aller avec les Nuggets, les Clippers, les Lakers, tous les contenders globalement, où les réponses se feront en avril, c'est surtout en mai, je pense. Ouais, surtout en mai. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait les 10 équipes et du coup on a fait enfin les 30 équipes de la NBA, rendez-vous compte. Même si on a un peu débordé sur le début de saison, mais c'est pas le problème finalement. On n'a pas encore tiré d'énormes enseignements sur ce qui s'est passé. Néanmoins, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Nous, on va se retrouver bientôt. On va commencer à analyser ce qu'on a vu, même si c'est peut-être un peu tôt, mais bon, bientôt, ce sera plus tôt. Donc, Constant, Gabin, bientôt, on se retrouve pour parler un peu plus jeu que de prévision. Donc, j'espère que ce sera rapidement. Il y aura notamment le 4 quarts dont a teasé un peu Constant qui va vite arriver finalement, hein, même si pour l'instant, on n'en est qu'à 3-4 matchs. Et on va pouvoir se retrouver donc très vite. Voilà, merci à tous, à bientôt. Salut. Moi je vais